Bonjour et bienvenue maintenant à cette entrevue que je vais effectuer en compagnie d'Olivier pour parler de vivre consciemment la solitude. Bonjour Olivier. Bonjour David, ça va bien? Très bien, toi? Ben oui, merci. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux parler un petit peu de ton site Internet? Oui, ben moi, comme on en avait déjà parlé dans les entrevues passées, je suis coach de performance et de régénération. Donc, je travaille avec les gens pour les aider à retrouver un équilibre physique, psychologique, psychique dans leur vie pour pouvoir se développer à leur plein potentiel. Donc, mon site internet, c'est www.olivier-poulain.com. J'ai également une page YouTube où ce que je publie des vidéos sur l'entraînement, la santé, différentes techniques pour améliorer sa qualité de vie. Et mon courriel, c'est opoulain.pt@gmail.com. Excellent. Et pour ce qui est de tes coordonnées, elles vont figurer bien entendu en bas de cet enregistrement. Donc, on va pouvoir débuter avec le sujet d'aujourd'hui, vivre consciemment la solitude. Tu ne seras pas seul aujourd'hui pour parler de ce sujet, car nous allons être deux au micro. Et j'ai décidé d'aborder avec toi ce sujet, étant donné que beaucoup de gens qui vivent un processus de conscientisation connaissent un état de solitude. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est un phénomène qui est inévitable parce que plus on devient conscient de sa vibration, ben plus on est en contact avec un aspect de nous-mêmes qui est un petit peu, comment je pourrais dire, intransigeant par rapport à euh, des relations qui seraient plutôt basées sur l'émotivité ou basées sur le besoin, la possessivité. Donc, ça nous amène à être de plus en plus seuls avec nous-mêmes. Peut-être seul physiquement, mais je dirais pas seul parce que lorsqu'on est en contact avec cette énergie-là, ben en quelque part on est nourri, donc on a une source créative qui nous permet de pouvoir faire qu'est-ce qui est nécessaire pour nous dans notre vie pour être bien dans notre peau et poursuivre notre évolution à un rythme qui nous est Dicté par qui? dicté par ce contact-là. Et justement, lorsqu'on vit de la solitude, on est davantage en relation avec ce que tu appelles ce contact, c'est-à-dire tu veux sans doute parler de l'esprit, ce que certains appellent le double ou l'ajusteur de pensée. J'osais pas utiliser ces mots-là, mais maintenant que tu les utilises, on peut dire ça. Ben pourquoi pas, hein? Mais sinon, par rapport à la solitude, de ton point de vue, qu'est-ce qui fait en sorte que la personne qui se conscientise va davantage vivre de la solitude? Je pense que c'est parce que, à quelque part, on est à la recherche d'une certaine vibration, puis si on peut pas la trouver dans des relations avec autrui, ben on devient autosuffisant ou on se dynamise par notre propre énergie, donc on n'a pas besoin nécessairement d'être en contact là, excessif avec d'autres individus, quoique moi, j'ai un travail qui me permet de côtoyer énormément de personnes, puis j'ai une très grande fluidité dans mes relations interpersonnelles au travail, avec ma famille, avec mes amis, mais j'en ai pas de besoin. Puis à quelque part, ce qui arrive, c'est que on est bien, on devient bien seul, on est nourri, on a une grande fluidité, une grande liberté. Mais c'est sûr qu'avec le temps, ça peut être intéressant de pouvoir partager des activités ou des moments avec des gens qui ont la même sensibilité. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans notre société, ça court pas les rues. Donc, à quelque part, il faut vivre une certaine solitude. Puis, au début, c'est un processus qui est très, très difficile. En tout cas, ça a été difficile pour moi. Mhm. Ce qui était difficile, c'était pas d'être seul, c'est d'accepter ça. Mais avec le temps, on s'ajuste, puis éventuellement, on est de mieux en mieux. Et toi, est-ce que de ton point de vue, la solitude par rapport au processus de conscientisation, donc que la personne vive une certaine période d'isolement, d'intériorisation, c'est quelque chose de nécessaire? Euh,
je voudrais pas. Là, je vais parler de moi parce que OK. j'aime pas assumer des choses pour les autres. Mais moi, j'étais enfant unique, jeune. J'étais déjà très, très sensible. J'avais déjà des facultés que la plupart des gens avaient pas. Donc, ça m'a mis à l'écart de la masse, si on veut, la masse des groupes d'amis au secondaire, au primaire et par la suite. Donc, j'ai vécu énormément de solitude dans ces temps-là qui m'a fait vivre beaucoup de souffrance parce que je comprenais pas pourquoi j'étais seul. Mais avec le temps, lorsque j'ai eu différentes expériences qui m'ont amené à vraiment prendre contact avec cette vibration-là, où on peut appeler ça l'esprit, ben, j'ai été obligé de faire beaucoup de périodes où est-ce que j'étais en solitude absolue pour vraiment apprendre à sentir qu'est-ce qui est moi et qu'est-ce qui est l'autre. Puis ça, pour moi, c'est fondamental parce que sinon, si les gens qui sont en processus de conscientisation ne vivent pas ce processus-là, ça peut être facile de ne pas être dans sa ligne ou de ne pas être en contact avec sa vibration, puis être vraiment aligné. Puis on a des relations des fois qui sont basées plus sur l'émotivité, la possessivité ou des éléments qui font en sorte qu'on a besoin de l'autre personne. Quand on passe beaucoup, beaucoup de temps seul, ben, éventuellement, on apprend vraiment à ressentir. Il y a des gens qui vont dire on apprend à se connaître, mais en fait, on apprend à reconnaître qu'est-ce qu'on est. Puis quand on est dans le public, c'est beaucoup plus facile de maintenir notre identité face à de la contrainte venant des autres, puis être capable de mettre fin à des relations qui sont malsaines, qui nourrissent pas les deux individus de part égale. Parce que quelqu'un, par exemple, qui vibre beaucoup plus à l'émotivité, qui serait en contact avec quelqu'un qui vibre beaucoup plus à l'esprit, ben nécessairement, éventuellement, la personne qui vit de l'émotivité va avoir besoin de comme consommer la personne qui vit de l'esprit, parce que la personne qui vit de l'esprit, c'est une source d'énergie pour la personne qui vit l'émotivité. Donc, c'est important d'avoir passé suffisamment de temps seul pour être capable justement de contenir son énergie, puis la partager avec des gens qui sont dynamisés intérieurement par eux-mêmes et non la donner à tout le monde, puis éventuellement et s'épuiser de ça, puis d'en souffrir, puis de faire « Ah, tabarnouche, pourquoi que moi, je donne tout le temps, puis personne me donne en retour. » Je pense que la solitude, c'est important pour pouvoir reconnaître ce processus-là. Donc, autrement dit, de ton point de vue, la solitude, c'est essentiel pour être capable de se définir. Euh, oui, pour moi, ça l'a été, définitivement. Parce qu'en lien avec ce que tu disais il y a quelques instants, ça me ramenait à l'importance d'être capable de mettre ses limites dans la vie là, par rapport aux autres pour pas se faire exploiter par eux. Exactement. C'est parce que nécessairement, quelqu'un qui n'est pas capable de contenir cette solitude ne sera pas capable de mettre ses limites, puis il va se faire parasiter par toutes sortes d'entités qui travaillent à travers différents individus. Donc, cette personne-là va être baissée au niveau de son énergie vitale, puis inévitablement va souffrir psychologiquement et physiquement de ça. Exactement. Puis c'est sûr que derrière ça, ce qui peut être intéressant d'aborder, c'est le phénomène énergétique des entités astrales qui, n'étant pas capables d'avoir accès à leur source, c'est-à-dire l'esprit, vont Mhm. parasiter l'énergie des vivants pour trouver une forme de compensation. Comme ils ne sont pas capables de s'auto-générer énergétiquement, eh bien, ces entités-là vont chercher l'énergie de d'autres êtres humains pour se donner temporairement le sentiment d'exister et se dynamiser. Ce qui fait en sorte que si tu élèves ta vibration, bien c'est sûr qu'il y a des entités qui peuvent chercher à te courir après pour aller chercher l'énergie que tu es capable de canaliser et de s'en nourrir. Exactement, d'où l'importance de développer une grande puissance intérieure. Puis quand je dis puissance, je dis surtout pas pouvoir parce que c'est pas un désir de dominer ou de combattre les autres, mais d'être capable de bien s'affirmer puis de rester dans son centre puis d'être capable de dire ce qu'on pense en respect, en harmonie, mais d'être capable de mettre clairement ses limites. Et je pense que ça va commencer par apprendre à être capable de s'exprimer, puis de prendre confiance en soi à travers différentes épreuves de la vie, puis de réaliser qu'on est capable justement d'être bien seul. Puis si le besoin est, on n'a pas besoin de s'entourer de toutes sortes de parasites comme ça, là. Oui, exactement, parce que ça me fait penser à un adage qui dit que mieux vaut être seul que mal accompagné. Ouais, exactement. Donc, tu abondes dans cette voie?
Ben oui, c'est sûr que on vit en société, donc on peut pas être en isolation absolue. Puis je pense pas que ça soit simple parce que l'esprit cherche à pouvoir échanger et partager avec d'autres personnes, mais il faut savoir rapidement déterminer lorsque la relation est équanime, on peut-tu dire ça, équanime, Oui, équilibrée, ou en équilibre, oui. en équilibre. Puis quand on sent qu'il y a un déséquilibre, ben, d'être capable d'avoir la puissance dans sa parole pour pouvoir ajuster. Puis si on voit qu'il n'y a pas d'ajustement possible, ben, de mettre fin à cette relation-là. Mais j'aimerais aborder un facteur d'importance absolue pour être capable de vivre comme ça. Ça prend le moindre pourcentage d'émotion et de crainte dans son mental. Parce que ce qui fait que les gens restent dans des relations malsaines ou qui ne sont pas capables d'être seuls, c'est parce qu'ils vivent encore beaucoup d'émotions. Donc, si une personne vit de l'émotion, c'est très difficile pour elle de pouvoir voir clairement que l'autre personne, c'est malsain, puis de mettre fin à la relation. Pas pour mettre fin, pour jeter une personne, mettre de côté, mais parce qu'on voit clairement avec une certaine voyance qu'il n'y a rien à faire avec cette relation-là. Cette relation-là a atteint un cul-de-sac, puis quand ça atteint un cul-de-sac, il faut couper, puis poursuivre. Exactement. Puis c'est sûr que c'est pas évident parce que moindrement que la personne vibre à de l'insécurité, de la culpabilité, à la peur d'être seule. Donc, il y a différents éléments qui la relient à des émotions. Elle va faire en sorte qu'elle va préférer endurer une relation malsaine que d'y mettre fin, là. Mhm. Puis ça vient beaucoup du fait, comme on disait plus tôt, que la personne ne connaît pas sa vibration. Donc, elle est toujours chevauchée entre différentes émotions, des hauts et des bas. Parce que cette personne-là, je vis d'un mental qui est polarisé, toujours avec des états positifs et négatifs, positifs et négatifs. Donc, ça devient très difficile pour elle d'avoir un regard objectif sur sa vie. Parce que ce qui est fondamental en relation avec les autres, c'est d'être capable d'avoir un regard objectif. Donc, on est capable de s'écouter, de se voir communiquer avec un individu, mais d'avoir la voyance de soi et la voyance de l'autre, puis être capable de trouver où est-ce qu'il y a un déséquilibre. Est-ce que c'est moi qui a trop d'ego, qui est trop, qui veut prendre, ou est-ce que c'est l'autre, puis être capable de d'harmoniser la relation. Puis ça, c'est fondamental. Je pense pas que ça peut être fait si on n'a pas d'abord connu qui on est réellement intérieurement au niveau de l'énergie. Oui, exactement, parce que ça prend un minimum de connaissance de soi pour être en mesure d'identifier c'est quoi ses besoins réels par rapport à justement au contact qu'on peut avoir avec les autres. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a une grande nuance entre les besoins et les désirs. Oui, Quelqu'un qui vit ouais. d'émotivité, il vit beaucoup de désirs, donc il a besoin de certaines choses qui ne peuvent pas nécessairement se donner par lui-même dû à son manque de contact avec sa vibration. Et quelqu'un qui vit de ses besoins, naturellement, vit d'un certain pourcentage de son esprit. Donc, lui, il va être capable de mettre fin à des éléments qui sont néfastes, à la fois pour l'individu en question et pour la personne avec qui il est en relation. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Si on met moi, je vais parler de moi, là, mais si je mets fin à une Mhm. relation avec une certaine personne, c'est parce que je ne veux pas nourrir l'astral dans cette personne-là. Parce que si moi, je me plie à l'astral dans l'autre, j'amplifie, je nourris l'entité, fait que cette personne-là devient de plus en plus identifiée à cette entité-là, puis ça, c'est extrêmement dangereux, autant pour moi, parce que moi, je me dévitalise de mon énergie, mais aussi pour l'autre personne, parce que cette personne-là se crée un voile où ce qu'elle pense qu'elle mérite de se faire donner, puis donner, puis donner. Mais, ouais, c'est assez touché, mais je pense que plus on pratique, plus on s'affirme, plus on mène aux limites, plus ça devient facile, puis éventuellement, ça devient seconde nature. Oui, exactement, parce que c'est sûr que comme tu le décris, l'autre personne peut se faire astraliser, puis si on nourrit ce mouvement-là, ben ça devient un cercle vicieux qui va faire que la personne va sombrer un peu comme dans des sables mouvants et à ce moment-là être de plus en plus fasciné là, par l'astral. C'est ça. Tu sais, j'ai un bon exemple, là. Je regarde aujourd'hui avec l'hypersexualisation de notre société, beaucoup d'hommes, dû à leur manque de contrôle avec leurs énergies sexuelles, sont prêts à faire des choses absolument hors de ce qui est bon pour eux, pour essentiellement avoir une relation amoureuse ou sexuelle avec une autre femme. Puis
malheureusement, il en paye le prix, puis la femme aussi va en payer le prix parce que la femme, elle pense que sa façon de fonctionner est légitime, quand en réalité, elle peut ne pas l'être, autant que celle de l'homme. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important de pouvoir justement vivre consciemment cette solitude pour être capable de dire, bon, OK, moi, je suis en relation avec cette personne-là. Si j'ai le contrôle sur mes énergies sexuelles, si j'ai le contrôle sur mes désirs, ben, je suis capable de voir clairement si cette relation mène quelque part ou nulle part. Puis si elle mène nulle part, ben, je suis capable d'y mettre fin sans en vivre un choc émotionnel. Oui, exactement, parce que c'est sûr que ça, c'est un aspect très important, c'est la capacité décisionnelle de l'individu à être capable de mettre fin ou non, donc d'être capable d'avoir une certaine volonté dans sa vie quand il monte en conscience, là. C'est ça, exact. Puis la volonté, ça vient naturellement de ce contact-là, puis cette puissance intérieure-là qu'on sait que si on est seul, on va être capable de se débrouiller autrement, puis que éventuellement, si quelque chose a à arriver, va arriver. Exactement. Sinon, pour ce qui est de la solitude, de mon point de vue, tu m'en diras ce que tu en penses, c'est que elle est souvent introduite par un événement perturbateur, un peu comme dans les films. Il y a un obstacle, il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être de vivre une dépression, une perte d'emploi. Donc, un événement que l'ego n'a pas choisi, qui le sort de sa mécanicité, puis l'amène à vivre de l'isolement. Puis là, il est obligé de composer là, avec cet état de retrait, là. Ouais, puis je pense qu'on pourrait élaborer ça à un certain niveau parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais très proche de l'amour. Je tombais en amour avec l'amour en elle-même. Puis je me rappelle lorsque, exemple, je rencontrais une fille puis que j'étais ouvert complètement à cette femme-là, puis que cette femme-là me disait, ah ben non, moi, tu me conviens pas. Mais je vivais à cette époque-là une grande souffrance psychologique, mais si j'allais plus creux, surtout aujourd'hui, je peux retourner là puis voir que dans cette solitude-là, puis dans ce choc-là qu'on vit, mettons, du rejet ou quelque chose comme ça, certaines personnes pourraient peut-être voir ça comme de la tristesse, mais en réalité, c'est comme on dirait que plus on descend creux, plus on a accès à une certaine puissance intérieure puis une certaine volonté. Puis si on apprend justement à regarder cet état-là sans lui attribuer un aspect ou un nom, ça c'est ça, c'est ça, c'est ça, on réalise qu'il y a une grande puissance dans le choc. Et ça nous met dans un état de volonté intérieure qui est extrêmement intéressant, qui ici est étudié, puis est canalisé tranquillement pas vite. On peut l'utiliser justement pour dépasser des plateaux dans notre conscience, puis dans des mouvements mécaniques de notre mental, pour éventuellement vraiment voir clair, puis avoir l'énergie nécessaire pour passer à travers n'importe quel obstacle qui est mis sur notre chemin. Oui, tu soulèves quelque chose d'important parce que c'est sûr que ça peut arriver à tout le monde, là. Donc, quelqu'un nous amène à vivre du rejet au niveau amoureux, donc quelqu'un qui n'est pas intéressé par nous. Donc, c'est sûr que si la personne réfléchit ça, elle va se torturer mentalement, elle va souffrir émotivement. Donc, plus qu'elle résiste à la situation, l'événement, puis elle n'est pas capable d'assumer sa solitude, là, dans ce cas-ci, au niveau du couple, plus que la personne, en contrepartie, va vivre de la réactivité émotionnelle, et là, elle peut se faire récupérer là, par l'influence d'entité astrale. Exact. Puis souvent, elle vit de la réactivité émotionnelle parce qu'elle comprend pas qu'est-ce qui se passe. Puis tout ce qu'elle connaît, c'est justement quand on se fait laisser, ben on pleure puis on est triste. Mais en réalité, quand on vit un choc comme ça, comme une fin de relation où on se fait tromper ou peu importe l'événement, on est mis en vibration. Puis souvent, quand on est mis en vibration, certains de nos centres s'ouvrent, puis les gens peuvent se mettre à penser que c'est de l'émotion, mais en réalité, c'est juste de l'énergie. Parce que derrière l'émotion, c'est de l'énergie pure qui est non colorée. Mais si on n'a pas accès à cette instruction-là, à cette information-là, ben justement, on peut tourner dans des cycles là, indéfinis, justement, de plaisir passionnel en relation, puis éventuellement l'échec, puis là, la souffrance, puis on retourne, puis c'est toujours un mouvement de montagne russe, là. Une fois qu'on peut voir que chaque choc qui est présenté à nous nous met en vibration, puis on est toujours la vibration nécessaire pour faire face à n'importe quel choc qui est présenté à nous dans notre vie. Ah, ça Ben, dépend, ça. Ce principe-là, je le questionne.
Parce Ouais, qu'après tout, il y a un certain nombre de personnes qui vont se suicider suite à des ruptures amoureuses ou qui vont vouloir tuer leur ancienne partenaire. Tu sais, il y en a qui passent pas au travers. ben, ça a l'air de pas passer au travers de la façon que je le dis, mais ça fait partie du processus. Explique. Il y a des gens qui ont un processus à vivre de souffrance, de suicide. Il y a des gens qui ont des incarnations, puis ils se suicident, puis ils se réincarnent, puis ils se suicident, puis pour jusqu'à ce qu'ils puissent avoir une certaine conscience, puis briser ce cycle-là, puis en sortir. Mais ça fait partie du processus. Quand je dis on s'en sort, ça veut pas dire qu'on s'en sort, puis on a le succès, puis on devient multimillionnaire. Je dis on s'en sort, c'est qu'on passe à une autre étape. Oui, c'est-à-dire que Subtilement, ça n'a pas l'air parce qu'on regarde les choses sur une vie de 60 à 70 ans. Mais si on regarde ça d'un point de vue infiniment long en temps, c'est des petites fractions de temps, ça. Là. Mais c'est un mouvement, c'est un processus qui est en mouvement constamment. Puis d'incarnation en incarnation, la personne se peaufine, s'améliore, l'âme devient de plus en plus évoluée. Puis elle fait de moins en moins les erreurs qu'elle faisait auparavant parce qu'elle est de plus en plus en contact avec sa vibration. Oui, à mesure qu'elle intègre la fusion avec l'esprit. Mais je comprends avec toi que si on regarde des événements qui peuvent être désastreux sur du long terme, ben c'est sûr que même l'âme qui va vivre une rupture amoureuse, elle le prend pas, elle va commettre un crime. Quelque part, éventuellement, elle va avoir à se réajuster en conséquence, que ce soit dans cette existence-ci ou dans d'autres. Donc, c'est sûr que ça peut participer à une évolution à long terme. Et puis, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à tolérer la solitude ou de se sentir différent des autres, ce qui va amener dans certains cas des gens d'ailleurs à se suicider. Et pour être capable d'assumer son individualité, est-ce que il y a des choses en particulier là, qui, selon toi, sont favorables là, pour intégrer son individualité, là, des choses à faire? Euh, c'est dur à dire parce que moi, c'est un processus de quasiment une vie au complet. J'ai pas beaucoup de. J'ai toujours été très, pas, je voudrais pas dire individué, mais j'ai toujours été très proche de mon individualité, même jeune. Si j'étais avec des gens à l'école, puis je retrouvais pas ma vibration, puis là je parle comme ça, à cette époque-là je parlais pas comme ça, là, mais si je trouvais pas des gens qui avaient la même vibration que moi, ben je préférais rester seul. Fait que pour moi, ça n'a jamais été quelque chose de très difficile. Oui, j'en souffrais un peu psychologiquement parce que je comprenais pas pourquoi j'étais à part, mais fondamentalement, c'est moi qui se mettais à part parce que justement, j'étais pas prêt à me collectiver pour me sentir que j'appartenais à un groupe. Pour moi, c'était beaucoup plus, je me sentais beaucoup plus vitalisé lorsque je suivais mon courant intérieur que de plier, de marcher sur cette communication-là interne pour être accepté par d'autres personnes. Puis là, maintenant, si je regarde ma vie, c'est beaucoup moins vibrant pour moi de me plier à d'autres que de suivre mon courant. Moi, une journée que je passe de fin de semaine seul, aller faire de l'exercice physique, pratiquer différentes pratiques physiques, que ce soit des arts martiaux ou du yoga ou n'importe quoi, aller marcher en montagne, seul, j'atteins le summum de bien-être intérieur quand je fais ça. Fait que c'est pas difficile pour moi de retourner puis de dire ah tabarnouche, je vais aller au bar à soir parce qu'il va y avoir des gens qui vont pouvoir me voir puis je vais me sentir que je fais partie d'un groupe. C'est trop bas en vibration pour moi de faire ça. Là. Pas Non, d'aller au bar, mais d'aller au bar avec des gens qui vibrent moins ou pas au même rythme que moi. non, c'est important de faire la nuance, là, parce qu'après tout, on n'est pas nécessairement contre les bars, ou les restaurants ou les activités sociales. Non, non, c'est ça. La forme, elle n'a aucune importance. C'est vraiment la vibration. Tu sais, moi, je pourrais aller au bar avec des gens qui vibrent comme moi, puis ça serait extraordinaire, là. Oui, exactement. Mais c'est sûr qu'en lien avec ce que tu dis, il y a peut-être des gens d'ailleurs qui écoutent l'enregistrement présentement qui vont se retrouver là-dedans. Parce qu'à un moment, je me suis retrouvé là-dedans. C'est-à-dire, j'ai eu une enfance plutôt solitaire. Et puis, à un moment donné, un des enseignants que j'avais, il disait, ah, toi, t'es particulier, tu préfères être seul puis t'isoler du groupe, même si t'es pas nécessairement rejeté par le groupe là, auquel il faisait référence. Mais je préférais être plus solitaire qu'être avec le groupe. Et ça a été de même toute ma vie, dans le sens que même aujourd'hui, si on me donne le choix entre, par exemple, d'aller voir un match de hockey
ou d'aller voir un spectacle de musique, même si on m'offre de me payer le billet, je vais refuser parce que je préfère discuter d'une personne un à un, comme je le fais avec toi au micro, ou tout simplement de rester tout seul tranquille en fait chez moi là. Exactement, parce que quand on est en contact avec sa vibration, on devient extrêmement créatif. Donc, on ne vit pas d'ennui. En tout cas, moi, je vis pas d'ennui, jamais. J'ai toujours quelque chose à faire. Je suis toujours en train de créer, apprendre, développer, évoluer. Donc, je- une journée passée seule, pour moi, c'est jamais gaspillé, là. Puis, c'est intéressant parce que quand que je travaillais pour une chaîne de magasins de suppléments dans le passé, j'étais formateur pour l'Est du Canada, donc je faisais de la formation pour les gérants de magasins, les employés, je donnais des conférences, je faisais de la radio. Puis j'ai été surpris de voir que malgré tout on pourrait dire en anglais, ce fame ou cette reconnaissance-là des autres, j'étais jamais autant nourri que quand que j'étais seul avec moi-même, puis que j'évoluais, puis j'apprenais des choses pour la simple et unique raison que être en contact avec sa vibration, ça nourrit toujours plus que d'avoir de la reconnaissance de 1000 personnes autour de soi qui te disent que tu es bon. T'sais. Parce que quand tu es bon, mais tu n'es pas en mouvement. C'est facile de s'asseoir là-dessus et de dire ah, je suis bon, les gens m'aiment. Mais Exactement, mais il n'y a, c'est pas- y a, y a pas, y a pas d'évolution là-dedans. Là. C'est quand tu arrêtes puis tu réalises que ah, moi, il a fallu que je passe à travers ce processus-là pour vraiment me libérer du phénomène de l'ambition, puis de désirer du succès, puis de vouloir être quelqu'un. Je réalisais que même avec tout ça, j'étais quand même quelqu'un, puis que je l'aille ou non, ça change absolument rien. oui, exactement, parce que après tout, la reconnaissance sociale va plus nourrir l'âme dans l'individu que l'esprit en lui. Exactement. Puis c'est plus, si la personne a la sensibilité requise pour faire le discernement, elle va voir que c'est beaucoup plus bas en vibration, la reconnaissance des autres que de vivre pleinement de son courant. Là. Exactement. Puis c'est sûr que la solitude, c'est un terreau fertile pour l'émergence de la créativité et d'idées nouvelles. Exactement. Donc, c'est sûr que, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est à travers la solitude que je vais écrire des textes, où je vais faire des fois des enregistrements en solo, où ce que je vais être plus en contact avec ma sensibilité que si je suis dans une foule bruyante qu'on entend du monde crier à droite et à gauche. Là. Exactement, parce que quand t'es... Moi, je me rappelle des passages où est-ce que j'étais dans l'Ouest canadien, puis que j'allais j'allais me chercher un café, puis je me mettais à écrire, puis j'avais de la... j'étais tellement en vibration lorsque j'écrivais que j'avais... Tout mon corps pétillait au complet, là. Il y avait un ordre, une précision, puis une, le sentiment de ce feu-là intérieur, créatif, qui était absolument magnifique. Mais lorsque j'étais dans des groupes de personnes où est-ce qu'il y avait beaucoup de désordre psychologique, c'était absolument impossible pour moi de pouvoir ressentir cet état-là. Là. Oui, exactement, parce que lorsque les gens sont perturbés psychologiquement, qui vibrent à de l'émotionnel ou de l'astral, ça va créer un voile qui bloque le contact avec l'énergie du plan mental qui est plus subtil à percevoir et à canaliser. Exact. Extrêmement bas en vibration. L'émotion utilisée comme ça, mais certaines personnes, il faut croire, qui n'ont pas goûté à la vibration du plan mental pour faire la nuance entre les deux. Là. Exactement. Ben, il y en a qui ne l'aperçoivent pas, étant donné qu'ils ne vivent pas de contact conscient avec l'esprit. Exact. Donc, c'est sûr que les choses vont sans doute changer au cours des prochains siècles. Mais pour l'instant, les gens qui se conscientisent sont très peu nombreux à la surface de la Terre, ce qui fait que ces gens sont susceptibles de vivre beaucoup d'isolement parce que c'est des gens qui sont quelque part des pionniers de la nouvelle conscience. C'est ça, tu sais, c'est un processus qui prend du temps. Puis le plus difficile dans ce processus-là, c'est accepter le phénomène. Une fois que tu acceptes le phénomène, ben, tous les événements qui se présentent à toi, tous les chocs, ben, tu es capable de les encaisser avec beaucoup plus de fluidité que dans le passé. Là. Oui, exactement. Et pour accepter la solitude, être capable de la contenir, de l'assumer,
Est-ce que tu as des conseils à donner en lien avec ça? Ben, c'est sûr que moi, je trouve que de travailler à construire, ben, tu sais, c'est peut-être dû à mon tempérament du Sagittaire qui est très aventurier, qui est très physique. Mais moi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est de travailler constamment à me construire un mental puis un physique qui est à toute épreuve, qui est capable de passer à travers tous les chocs qui sont présentés à nous. Moi, ça, c'est ce qui m'aide le plus parce que quand que je suis en mouvement, quand j'écris, quand je fais des enregistrements, quand que j'apprends des nouveaux mouvements, quand je m'entraîne, pour moi, je suis dans un état où est-ce que il y a beau avoir plein de gens autour de moi, je suis dans une solitude intérieure qui est extrêmement nourrissante. Puis ça, c'est ce que j'ai trouvé qui me comblait le plus. Peut-être que des artistes ou d'autres gens qui ont une différente façon de créer peuvent pratiquer leur art puis atteindre le même niveau. Mais je pense que l'art dans la vie, ça peut faciliter le processus parce que souvent, quand on crée, même si on crée avec d'autres personnes, on est souvent seul avec nous-mêmes. Puis ça nous permet justement de bien vivre ce courant-là, du moins de le faciliter. Mais tu sais, ça, c'est mon opinion, là. Peut-être que d'autres personnes le vivent différemment. Mais c'est sûr qu'en lien avec ce que tu dis, de faire preuve de créativité, je suis d'accord avec toi que ça favorise l'intégration de la solitude dans le sens que, ben d'ailleurs, la psychologie là, conventionnelle le dit, c'est-à-dire que quand on vit des expériences de créativité, on peut expérimenter du flow, F-L-O-W, Ouais, c'est-à-dire un état de conscience qui nous permet de ressentir de la plénitude et momentanément vivre justement un état de conscience où se constitue au-delà du temps et de l'espace. Donc on perd la notion du temps et de l'espace parce qu'on est totalement présent, on est totalement absorbé par rapport à ce qu'on fait, on est totalement en symbiose avec l'œuvre qu'on est en train de générer. Et c'est le type d'état que si c'est vécu en solitude, ben ça peut être extrêmement ressourçant. exact. Puis à un moment donné, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'art, c'est un mouvement sans arrêt. Tu sais, moi, je me lève le matin, je vais m'asseoir, je vais respirer, je vais préparer de la nourriture pour la journée. Puis je suis toujours en train de créer. Donc, je suis toujours dans ce flow-là. Puis éventuellement, il y a de moins en moins d'efforts conscients qui est mis. Puis il y a un mouvement, j'ai juste le mot en anglais de effortlessness. Fait que tout se fait sans effort, tout se fait fluidement. Puis c'est pour ça qu'il n'y a plus d'ennui, c'est pour ça qu'il n'y a plus de solitude, c'est pour ça qu'il n'y a plus de besoin. Tout est nourri, tout est là, tout est tout le temps là. Fait que ça devient extrêmement facile de vivre puis de bien intégrer sa vie dans la matière, puis ne pas de se sentir que je suis mieux là, je suis mieux à telle place, je suis mieux là, parce que souvent, quand les gens manquent de cette créativité-là, puis ils sont seulement capables de la vivre dans certains moments, ben lorsqu'ils peinturent, exemple, ou lorsqu'ils parlent, ou lorsqu'ils font n'importe quelle activité, ben ils sont pas bien dans le moment présent. Ils veulent être dans l'autre moment où est-ce qu'ils vont créer quelque chose. Puis quand ils travaillent, ben ils sont pas bien. Mais plus on suit ce courant créatif-là, ben plus on matérialise une vie qui est à l'image de cette créativité-là, de cette vibration-là. Donc, on est toujours dans le flow. Il n'y en a plus d'arrêt de flow. Le flow, il est là, il est toujours disponible. Tu peux conduire ton char d'une façon créative. Moi, comment je vois la créativité, c'est de toujours être en train de perfectionner la perfection. Donc, le mouvement est parfait, mais tu le perfectionnes, tu le peaufines, tu l'améliores, comme la parole. Plus on parle, plus on peaufine, plus on apprend, plus on développe. Oui, exactement, ça s'ajuste perpétuellement. Exactement. Donc, c'est sûr qu'en anglais, il y a l'expression work in progress. Oui, exactement. C'est ça, c'est toujours un work in progress. Il y a plus de souffrance psychologique, puis il n'y a plus de souffrance de la solitude là, lorsqu'on est rendu là. Exactement, parce que souvent la problématique en lien avec la solitude, c'est que les gens vont réfléchir à la solitude. Donc les gens qui vivent la solitude et qui ne l'ont pas choisi et qui ne l'assument pas, ben il y en a qui vont dire ah je suis pas beau, je suis pas fin, je suis pas ci, je suis pas ça, puis et que c'est donc triste, et que c'est donc tragique, blablabla, blablabla. Oui, parce qu'il y a une nuance entre être seul et se sentir seul. Être seul, être dans un état de solitude intérieure, on peut être dans une solitude intérieure auprès
on peut être dans le milieu de notre travail, puis vivre un état de solitude interne, mais être en contact avec le monde extérieur, puis on est nourri par le fait même. Mais la plupart des gens aujourd'hui se sentent seuls parce qu'ils vivent dans le domaine, ils reçoivent beaucoup, beaucoup de pensées. Ils sont pas capables de mettre un arrêt à la pensée, ou du moins la qualité de la pensée qui rentre dans leur conscience est d'une vibration tellement faible qu'ils ont désespérément envie de la fuir. Donc, ils sont toujours à la recherche d'une personne avec qui être, d'une activité à faire, de faire n'importe quelle chose pour sortir de cet état-là. Mais malheureusement, la grande illusion, c'est de penser qu'on va sortir de cette pollution psychique-là en faisant d'autres choses. C'est en comprenant qu'on a la puissance intérieurement pour mettre un arrêt aux déchets qui rentrent dans notre conscience. Puis une fois qu'on est capable d'avoir cette puissance-là, cette volonté-là intérieure, il n'y en a plus de scrap qui rentre. Là. Tu dors la nuit, puis il y a tu te fais visiter par des images, des cauchemars. Tu te lèves dans le milieu de ton cauchemar, tu te dis « crissez-moi à paix, j'ai pas le goût de vivre ça, moi, là. » Off, ça arrête. Tu es en train de faire quelque chose, tu reçois de la pensée, tu te dis « j'en veux pas de la pensée ». Ça arrête de penser. C'est ça, mais il faut que tu aies la capacité d'affirmation. Exact, mais ça, faut la développer. Il faut apprendre à mettre ses limites, il faut commencer un pas à la fois, apprendre à ramper, après ça apprendre à marcher, apprendre à courir, mais il faut jamais abandonner, il faut toujours avoir une résilience interne qui est absolument inébranlable pour être capable de se rendre à ce niveau-là. Exactement, et c'est sûr que beaucoup de gens vont résister à la solitude, vont être dans l'évitement. Au niveau de la société présente en Occident, on est une société du bruit, dans le sens qu'on entend de la musique partout, même dans les toilettes. Ouais. On va dans des toilettes de restaurants ou de commerce et on entend un petit fond musical. C'est comme si on n'était pas capable collectivement d'assumer le silence. Moi, j'irais même plus loin que ça, puis je dirais qu'on n'est pas capable collectivement d'assumer la souffrance. Aussi. C'est ça le problème fondamental. Les gens, la minute qu'ils souffrent, il faut qu'ils se gèlent. Il faut absolument qu'ils se gèlent. Ils ne sont pas capables de contenir la mise en vibration d'un événement choc ou d'une souffrance psychologique pour être capable de la dépasser. Parce que la souffrance, c'est la marche vers la puissance intérieure puis la mise en arrêt de cette cochonnerie-là qui nous rentre dans la tête constamment. Puis les gens, leur vie est polluée tout simplement à cause qu'ils n'ont pas de contrôle sur ce qui rentre dans leur champ de conscience. Puis ils l'ont pas. Fait qu'ils se gèlent, puis plus ils se gèlent, moins ils l'ont, puis c'est un cercle vicieux en descendant. Exactement, mais c'est sûr qu'il faut qu'ils prennent le contrôle de leur psyché en exprimant une volonté. Mais ça, c'est pas évident parce que ça demande une capacité de s'affirmer, de s'exprimer. Moi, j'en ai un truc pour vous autres. Bon. Check bien ça. Construis-toi. Deviens fort. OK? Commence avec le plan matériel. Okay? Le plan matériel, c'est facile, c'est concret, tu peux y toucher, tu peux le sentir, tu peux le voir. OK? Mm-hmm. Commencez avec ça. Construisez-vous un physique qui est capable de soutenir la douleur physique. Construisez-vous un système nerveux qui est capable de prendre des chocs émotionnels, physiques, psychologiques. Construisez-vous. Les gens, ils ne travaillent pas à se construire, ils travaillent à être confortables. Tant et aussi longtemps que les gens vont travailler à être confortables, ils vont devenir faibles. Puis quand tu es faible, tu es capable de passer à travers absolument rien. Fait que si on commence par s'endurcir. OK, je vous donne un exemple. Okay? Moi, des fois, je donne des cours de CrossFit à des gens, là, puis il fait 17 dehors, puis il y a des petites gouttelettes de pluie. Okay? Moi, je leur dis, vous allez aller courir dehors. Il y en a un qui va courir sur 12. Ben, si les 12 allaient courir dehors, là, puis ils mettaient leur système nerveux dans un certain environnement un petit peu inconfortable, puis qui comprendraient l'importance d'être confortable dans l'inconfortable, puis de développer la puissance interne, d'être capable d'être il fait fret un peu, en fait. Il fait pas fret à 17, mais pour eux autres, il fait fret, OK? Il fait fret, il pleut, mais je suis capable de passer à travers ça. Mais la plupart des gens ne voient pas comment ça peut se transposer dans la vie quotidienne. Pour eux, c'est de l'inconfort, ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'ils fonctionnent avec un mental polarisé, un mental qui est toujours à la recherche d'une émotion positive, du bonheur, de la joie, du plaisir, des affaires comme ça. Ils ne voient pas la quantité de ressources qu'il peut avoir dans l'inconfort.
c'est sûr qu'il faut pas se perdre là-dedans. Moi, je fais partie des gens qui ont poussé l'inconfort à des niveaux extrêmes. Puis ça devient un autre piège. Mais à quelque part, tu sais, si vous êtes, exemple, il fait froid dehors, puis il faut que vous alliez chercher le journal dans la boîte aux lettres, mettez-vous pas de gilet, sortez en short dehors. Ça va construire un petit peu ton système nerveux. Il y a toujours un moyen, à travers n'importe quel moment de la vie, de faire les choses d'une façon facilitante ou une façon qui va nous construire. Mais il faut faire preuve de jugement aussi, là. Je veux dire, si la personne est très fragilisée, puis elle n'a pas un background d'entraînement comme toi, l'exposer trop rapidement à des situations intenses, elle risque de péter aux frettes. Ben là, je parlais pas de situation intense, je parlais d'aller chercher ton journal à peu près 7 secondes dehors. Là. Je dis Oui. pas de te baigner dans de l'eau glacée pendant 40 minutes, puis faire des pratiques de respiration, puis passer par-dessus l'hypothermie là, par la conscience. Je parle de des petits pas, des petits pas. Tu sais, t'as pas de bouffe dans ton frigo qui te tente de manger à soir, mais t'as des légumes puis t'as des choses qui te tentent moins. Ben là, si tu fais ça, tu vas sauver de l'argent. Tu vas manger quelque chose peut-être un petit peu plus sain que qu'est-ce que tes désirs avaient envie de manger. Puis en même temps, tu vas t'habituer à vivre avec moins. Donc, tu vas être plus en confiance que si tu es un peu inconfortable, tu es capable de passer au travers. Mais si tu es toujours dans le confort, puis toujours dans j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, ben, tu n'as jamais possibilité de réaliser en réellement c'est quoi tes vrais besoins, parce que nos vrais besoins sont très, très minimes. Là. On peut survivre avec très, très peu, mais aujourd'hui, on n'a pas la chance de pouvoir l'expérimenter parce qu'on a tellement d'abondance dans toutes les directions possibles que on devient tellement confortable qu'on n'est plus capable de rien faire. T'sais, on devient même quasiment... Moi, j'ai des gens, des fois, qui sont inconfortables assis dans un divan. Là. Inconfortables assis dans un divan, ça n'a pas de crise de sens. Là. À un moment donné, ces gens-là sont « je vais aller me faire masser, je vais aller me faire de l'acupuncture ». Non, tu as juste besoin de construire un système nerveux qui est capable de faire face à un petit peu d'inconfort puis d'apprendre à être bien, d'aller au-delà de la douleur, d'être capable de ne pas être envoûté par la douleur physique qui devient éventuellement de la douleur psychologique. Puis là, ça devient de pire en pire. Fait que, si j'avais un conseil à donner à la plupart des gens dans la population, parce que c'est le domaine dans lequel je travaille, c'est de se construire physiquement, psychiquement puis psychologiquement une structure qui est capable de faire face à des chocs. Un peu comme le bambou. Le bambou, il est rigide, mais à la fois, il est souple. Si on est capable d'être rigide dans certains principes, dans notre vibration, mais être souple avec autrui, puis avec certains événements, puis avoir la fluidité de contourner des choses qui sont... pas contourner un obstacle, mais contourner, exemple, une discussion qui mènerait nulle part avec une personne parce qu'on voit que ça mènerait nulle part, ben on est capable de la contourner. Fait que c'est d'essayer de construire ces caractéristiques-là internes pour justement bien vivre sa solitude puis être capable d'être assez fort pour passer à travers les différents chocs qui vont être présentés à nous. Là. Parce qu'il faut faire attention. Oui. Excuse-moi, vas-y. C'est sûr que tu soulèves des points extrêmement intéressants, c'est-à-dire de se bâtir un système nerveux qui est capable de faire face aux chocs physiques, parce qu'après tout, les chocs psychiques, que ce soit les confrontés à une vibration astrale ou mentale, si on a une base qui est solide au niveau physique, une fondation qui est solide, un peu comme pour une maison, ben ça aide par la suite. Ben oui, exactement. Puis c'est que ça nous aide à se libérer tranquillement, pas vite, excusez-moi les klaxons. Ça nous aide à se libérer pas vite de la peur, de la crainte qui est constamment notre mécanisme, notre moteur, parce que la plupart des gens sont pas dynamisés par la volonté, ils sont dynamisés par la peur. Ils pensent qu'ils sont libres parce qu'ils lèvent le bras, puis ils vont là, puis ils prennent un café, puis ils font telle affaire, mais en réalité, il n'y a aucune liberté là-dedans parce que tous les moindres pas sont programmés par la peur qui est sous-adjacente à la conscience de la personne qui les fait bouger dans toutes sortes de directions. Si tu te construis un système nerveux, puis construire son système nerveux, on pourra élaborer plus là-dessus éventuellement, mais la crainte, tu vas en avoir de moins en moins, là, parce que tu vas voir à quel point que intérieurement, la puissance du mental va réverbérer sur le corps physique, puis le corps physique devient très, très, très solide, très capable de prendre des chocs qui, pour certaines personnes, pourraient penser être inimaginables. Exactement. Et tant qu'à parler du système nerveux, parlons-en intelligemment. Peux-tu me définir c'est quoi le système nerveux?
Sois plus spécifique dans ta question. Parfait. Donc, depuis tantôt, tu parles de l'importance d'être capable de se développer un système nerveux qui est capable d'encaisser, d'assumer les chocs de la vie. Donc, est-ce que tu peux en parler davantage? OK. Fait que dans le fond, là, on va prendre un exemple simple, concret, comme ça va être facile à expliquer. On ne rentrera pas dans des termes scientifiques inutiles. Je vous donne un exemple, OK? Tu te pètes le petit orteil sur le coin de la table de chevet là, en allant pisser la nuit. Là. Puis là, tu as mal, OK? Quelqu'un qui a un système nerveux qui est très, très fragile, qui n'est pas construit encore, il va vivre une grande douleur, OK? Cette douleur-là va monter rapidement au mental, puis va lui faire souffrir psychologiquement, peut-être même lui faire vivre une émotion, soit de colère, de tristesse, ou lui faire le déstabiliser. Okay? Mettons-le comme ça, par de l'émotion. Okay? Donc, quelqu'un qui construit son système nerveux, il va avoir la capacité de rapidement gérer la sensation. Ça veut dire qu'il va sentir la douleur, mais il ne sera pas envoûté par la douleur. Donc, il va se cogner l'orteil sur la table de chevet, il va faire « Ah, je me suis cogné l'orteil sur la table de chevet », il va aller pisser, il ne se laissera absolument pas influencer par la sensation. Et par le fait même, il va devenir plus en plus vigilant. Donc, la prochaine fois qu'il va se lever la nuit, il va avoir la conscience de faire attention à ce qu'il met les pieds, puis il va être assez intelligent pour ne pas se recogner les pieds sur la table de chevet parce qu'il va comprendre qu'il n'était pas présent. Fait que plus le système nerveux se construit, éventuellement par différentes techniques, OK? Mais moi, ce que je considère que les techniques principales, c'est d'apprendre à être capable de relaxer le corps, d'être capable de générer énormément de force, énormément de puissance physique, mais d'être capable, par le fait même, une fois que la puissance physique est plus utile, exemple, je sais pas moi, tu forces à prendre une grosse boîte lourde au travail, une fois que tu as lâché la boîte, ben, tu n'es pas resté dans un état de tension physique. Puis souvent, c'est ça que les gens vivent. Ils forcent, puis leur corps est rendu tellement rigide, tellement tendu qu'ils ont une incapacité à relâcher. Donc, ils ont énormément de douleurs physiques constamment. Quelqu'un qui a un système nerveux qui est ajusté est capable de balancer entre les deux aspects du système nerveux autonome, qui est, pour faire une histoire courte, le système nerveux sympathique, le système nerveux de stress, où est-ce que le corps il se met en état d'alerte, produit des hormones qui le met en hyperacuité, qui génère une plus grande circulation sanguine, plus haut rythme cardiaque pour faire face à une épreuve. Mais la personne qui a un système nerveux très ajusté, qui est capable d'avoir une certaine maîtrise sur son système nerveux, est capable de tomber dans l'autre aspect du système nerveux instantanément, qu'on appelle le système nerveux parasympathique, où est-ce que là, on produit des hormones qui nous calment, qui nous permettent de digérer, d'éliminer, de se détendre. La plupart des gens aujourd'hui sont toujours pris dans le sympathique, sont toujours dans le stress. Donc, le corps est rigide, ils vivent de la souffrance physique, puis cette souffrance physique-là fait en sorte que psychologiquement, ça les affecte, puis vice-versa, parce que les deux sont interreliés. Et quand on se construit un système nerveux solide, on est capable de balancer rapidement entre les deux. Donc, si on vit de la douleur, on est capable de détendre complètement, donc la douleur ne nous envoûte plus, puis on n'est plus affecté par la douleur. On en est conscient, mais on n'en est pas affecté. Fait que quelqu'un qui a un système nerveux qui est bien ajusté, qui est bien entraîné, est capable de vivre des chocs physiques, psychologiques, sans jamais être envoûté par ces chocs-là, puis d'être toujours capable de préserver un certain regard objectif sur ce qui se passe, puis de faire les ajustements requis pour être capable de poursuivre, peu importe ce qu'il y a à poursuivre, sans être débalancé. Il est capable de se rebalancer tout le temps. Il y a une capacité d'équilibre qui est assez marquée, ce qui fait en sorte que quand il a besoin de forcer, il force, quand il a besoin de se détendre, il se détend. Donc, il n'est jamais soumis au mouvement. Il devient en contrôle de sa physiologie, en contrôle de son mental, puis il est capable de balancer d'un bord puis de l'autre, à sa guise. Oui, ben ça me fait penser beaucoup aux aspects du yin et du yang par rapport exactement, c'est ça. Exactement, par rapport aux approches orientales. Donc, le système nerveux sympathique qui sert à mettre en activité, ça me fait penser au principe yang. Et le parasympathique qui sert à la détente, c'est plus par rapport à l'aspect yin. Exact, c'est ça. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui sont trop yin, puis des gens qui sont trop yang. Puis il faut apprendre à équilibrer les deux, parce que être juste yang, c'est nuisible, puis être juste yin, c'est nuisible. Mais être capable de balancer d'une polarité à l'autre, ou du moins être capable, à la limite, éventuellement, d'être au-delà de ça, puis d'être capable d'avoir une certaine conscience, une certaine voyance qui nous permet de pas
euh, dans le fond, on voit ce qui se passe. Fait que si tu te fais frapper, j'ai mangé un coup, tu es capable de soutenir le coup, la douleur, puis tu es capable de passer à autre chose, puis de continuer à te battre si tu as besoin de te battre. C'est pas genre, tu reçois une claque en arrière de la tête, puis tu tombes à terre en te mettant en boule, puis tu te mets à pleurer. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont de cette faiblesse-là, puis on peut pas les blâmer trop parce qu'on a une société qui est construite autour de la faiblesse, autour du confort, on est rendu avec des voitures qui ont des caméras partout autour. Tu n'as même plus besoin de tourner ta tête pour conduire ton char. Ton char, il s'arrête tout seul s'il y a quelque chose en avant, un obstacle. Fait que ça rend l'humain très paresseux, très hors de son ressenti puis de ses réflexes. Il dépend énormément sur les mécanismes externes pour le conforter, au lieu de intérieurement être assez fort pour pouvoir lui se conforter dans n'importe quel environnement inconfortable. Donc, autrement dit, le confort que nous offre la société occidentale, dans un certain point de vue, est en train de fragiliser l'individu. Ouais, vraiment. Trop. Oui. Par contre, ça nous... On Oui, peut bénéficier oui. du confort, mais quand on devient habitué puis addict au confort, c'est là que ça devient un problème. Oui, exactement, parce que ça peut créer des dépendances, puis en même temps, ça nous amène à développer peu de volonté, à être plus mou dans la vie, tu sais. Exactement. Puis après ça, on se demande pourquoi on a de la misère à s'affirmer, à mettre nos limites, puis être capable d'être bien. Tu sais, quelqu'un qui est faible peut pas être bien. C'est pas possible parce qu'il est toujours affecté par l'événementiel puis toutes les circonstances externes de son environnement. Si tu es capable d'être dans un environnement extrêmement inconfortable, mais être intérieurement très confortable, ben, tu deviens capable de bien incarner ta vie, puis de vivre les chocs que tu vis, puis de pas en faire un plat avec, là. Exactement. C'est sûr que le confort de la société, d'un côté, ça nous permet de sauver du temps parce qu'on a juste à aller aux épiceries puis on a accès à la nourriture facilement. On n'a pas besoin de chasser comme nos ancêtres pouvaient le faire. Donc, ça nous facilite la vie, mais en même temps, ça peut nous amener dans de l'inertie, dans le sens que plus qu'on a accès facilement à des choses, moins on est habitué de faire d'efforts. Moins on est habitué de faire d'efforts, moins on développe de volonté. Moins on a de volonté, plus qu'on devient complaisant. Exactement, c'est ça. Puis moi, en aucun cas, je blâme la société pour qu'est-ce qu'elle est en train de produire, parce que la société est à l'image de l'individu essentiellement. Mais comment je vois ça, c'est que moi, je prends par exemple, moi, j'ai énormément de gratitude de pouvoir aller à l'épicerie, puis de pouvoir ramasser des pommes de l'Afrique du Sud, puis n'importe quelle affaire qui est disponible. Mais je le sais que si demain matin, j'ai plus accès à l'épicerie, je suis capable de me trouver de la nourriture puis de survivre en forêt si le cas devenait if need be. Là. Excuse-moi, j'ai juste des Si mots ça en arrive, anglais là, dans ma tête. Là. il n'y a Ouais. aucun problème. Donc, si ça arrive, là, Exactement, si ça arriverait. Puis je trouve que c'est ça qui est important, d'être capable d'avoir des aptitudes physiques et psychologiques et psychiques pour que si demain matin, la stabilité sociale ou relationnelle est mise en déséquilibre, ben l'individu n'est pas automatiquement lui-même mis en déséquilibre. Parce que pour moi, ça devient une personne qui est hors de ses centres de gravité. Quelqu'un qui a un gros centre de gravité qui est très centrique, est capable de rapidement corriger le déséquilibre intérieurement dû justement à ce contact-là avec l'esprit qui lui donne les ressources créatives pour faire face à l'événement qui est devant lui, là. exactement, parce que sinon, ben, c'est sûr que des individus qui sont confrontés, par exemple, à des ouragans, à des catastrophes climatiques de grande envergure, il y en a beaucoup là, qui vont sombrer là, sans doute dans la dépression là, de voir que leur milieu de vie est ravagé. Il y a des maisons qui sont des pertes totales par rapport à ce type d'événement-là. Donc, si la personne n'a pas développé au préalable de système nerveux, il y en a beaucoup qui risquent de trouver ça extrêmement difficile de se relever là, par rapport à des changements climatiques qui occasionnent des chocs. Mhm. Puis si on va plus dans l'aspect plus occulte du système nerveux, faut pas oublier une chose, c'est que si on veut être habité par une plus grande vibration, il faut avoir le système nerveux puis les corps subtils requis pour être capable de soutenir cette vibration-là. Quelqu'un qui il marche nu-pied dans la gravelle puis il est inconfortable puis qui est fragile de tous les bords, tous les côtés puis qui se fait juste dire t'es pas beau puis il pleure,
il ne sera pas capable d'intégrer un principe aussi vibrant que la volonté. Là. Ça va de soi. Exactement. Et c'est sûr que de mon point de vue, la capacité d'intégrer une vibration qui est très dense au niveau vibratoire est inversement proportionnelle à la capacité de l'individu d'être groundé dans la matière. Exact. C'est ça, c'est quelque chose qui, dans les mondes spirituels, ben, quand je dis les mondes spirituels, je parle pas des mondes spirituels en soi, mais dans la communauté spirituelle, les gens sont très peu groundés de ce que j'ai pu voir. C'est des gens qu'on dirait ils veulent pas être ici. Ils veulent pas être dans un corps matériel, puis ils pensent qu'en s'assoyant puis en méditant, ils vont pouvoir s'en aller d'ici. Mais si tu veux vraiment pouvoir intégrer pleinement les différents plans, il faut que tu sois très enraciné dans le plan matériel. Il faut que tu ailles pas être attaché au plan matériel, être enraciné dans le plan matériel. Parce que comme je pense que tu sais, puis certaines personnes qui vont nous écouter savent, pour intégrer l'esprit, ça prend un corps matériel. Oui, exactement. Ça se fait dans la matière, d'où l'importance que la personne soit enracinée dans la matière, dans le sens d'être capable de bien gérer sa vie sur le plan financier, être capable de s'alimenter adéquatement, d'avoir un horaire de sommeil aussi là, qui convient, là, des choses comme ça là, dans le pratique. Exactement. Être capable de créer un équilibre pour soi dans la matière, c'est fondamental avant de penser qu'on va être capable d'aller sur des plus hauts plans et de fonctionner avec équilibre-là. Exactement. Tandis qu'il y a une certaine partie des gens qui sont dans le domaine de la spiritualité, qui eux autres, au contraire, vont chercher à fuir la réalité physique pour aller sur les hauts plans spirituels, faire des voyages astraux ou essayer de vivre l'illumination, puis des choses comme ça. On s'en revient à une chose que malheureusement, je tape le clou là-dessus, mais c'est parce que tant et aussi longtemps que l'individu a de la peur puis de la crainte dans son mental, il est bougé par ça. Quelqu'un qui est pas bien dans sa peau, c'est sûr qu'il veut s'en aller ailleurs. Il veut aller sur des plans astrales, il veut faire des voies. Il veut sortir de son corps parce qu'il est pas bien dans son corps. Mais quand tu es bien dans ton corps, là, quand ton corps il est solide, là, puis quand ton mental est solide, là, t'es pas autant aspiré par ces désirs-là de vouloir t'en aller parce que tu es capable d'être bien ici, bien l'autre bord, bien n'importe où, parce que tu es dans ton identité psychique, tu es capable de mettre tes limites, que ce soit dans le plan matériel, dans le plan astral, dans le plan mental, tu es capable de mettre tes limites, tu es capable de recevoir ce qu'il faut que tu reçoives, puis ce que tu veux, ce que tu as besoin de recevoir, tu es capable de le contenir, puis tu es capable de contenir ta vie, puis tu es capable de contenir l'événementiel, parce que justement, tu as cette centricité-là qui est requise pour être capable de passer d'un plan à l'autre. Exactement, et ça nous ramène au phénomène de la présence, d'être capable d'être là dans le ici et maintenant plutôt que de chercher à être ailleurs et être dans la fuite. Ouais, oui, c'est ça. Quand que je vois les gens qui sont là, le moment présent, le moment présent, le moment présent, le moment présent, c'est juste le début de l'affaire, là. C'est là que ça commence, là. Oui. Si t'es pas présent, si t'es présent 1 heure par jour parce que t'es assis sur un coussin à faire des mantras, puis qu'après ça, t'es au travail, t'es pas présent dans ton char, t'es pas présent quand tu te fais vendre des assurances au téléphone, good luck, man. Exactement, parce que c'est sûr qu'on peut avoir tendance à tomber sur le pilote automatique, c'est-à-dire Oui, avoir une certaine mécanicité dans le comportement. Et c'est sûr que la minute qu'on décroche de la présence, ben c'est là qu'on peut se faire récupérer dans certains cas par l'astral. Et c'est ça, parce que si c'est pas toi qui pilote ton avion, il y a quelque chose d'autre qui le pilote, puis quelque chose d'autre qui le pilote, c'est pas quelque chose qui veut t'amener à bon port. Exactement, parce qu'à ce moment-là, tu es régi par de la programmation. Si la personne, entre guillemets, est chanceuse, peut-être que la programmation va l'amener à bon port, mais c'est pas sûr. Tandis que si c'est toi qui le gères intelligemment, tu es sûr que le résultat de la gestion va être en fonction de toi, là. Exactement, c'est ça. Moi, je me rappelle, j'ai longtemps fait ça. Les gens me disaient, fais ça de même, là. Fais ça comme ça, là, toi. Quand j'étais à l'hôpital, là, puis j'avais mon accident, là, puis que les médecins me disaient, tu peux pas jeûner, là, t'as besoin de protéines pour récupérer. Ils disent, moi, ma vibration, là, elle m'a dit, tu vas jeûner. OK? Que tu aies un MD sur ton gilet, n'importe quelle certification, étude universitaire, si moi, ma vibration, elle me dit ça, là, puis que je vis un choc à cause de ça, je vais l'encaisser beaucoup plus facilement que si je me suis plié à une opinion externe auquel j'avais du doute pour
parce que j'ai attribué de l'importance à la personne à l'extérieur de moi. C'est beaucoup plus facile d'encaisser ou d'assumer des erreurs qu'on fait parce qu'on a suivi une vibration puis elle n'était peut-être pas absolument ajustée que de suivre les conseils de tous les gens autour de nous. Là. Puis en aucun cas, je dis que les conseils des gens autour de nous sont pas bons, mais il faut toujours s'en remettre à soi puis de vérifier intérieurement. Est-ce que c'est juste ça pour moi maintenant? Là? Si ça ne l'est pas, faut avoir la volonté puis la puissance de le tasser. Là. La plupart des gens, ils font dire quelque chose par le médecin puis c'est oui tout de suite, comme si c'était le bon Dieu qui est en avant d'eux autres. Là. Exactement, alors qu'il arrive des erreurs médicales aussi. Ben oui, puis l'individu devant toi, il a beau avoir un MD ou une personne de très haute hiérarchie sociale, ça veut pas dire que cette personne-là a la voyance que toi, tu peux avoir. Là. Exactement, ça veut pas dire qu'elle a la science infuse. Non, exactement. Fait que c'est pour ça que s'en remettre à soi-même, c'est essentiel. Puis pour être capable de s'en remettre à soi-même, il faut être capable de vivre sa solitude. Oui, Parce exact. qu'on peut prendre, excuse-moi, on Oui, peut vas-y. prendre une décision qui est une décision que tous les gens qu'on a autour de nous autres comprennent pas, sont pas d'accord parce qu'ils voient pas qu'est-ce qu'on voit. Euh, mais si on n'est pas capable d'être seul avec notre décision puis d'être assez centrique pour la contenir, ben on va naturellement se faire influencer, manipuler par les opinions externes, puis encore une fois, on va retomber dans le cycle. Exactement. Puis ça revient au principe de la volonté, à savoir est-ce qu'on vit en fonction de notre volonté ou celle de d'autres personnes ou d'entités. Ouais. Ben, c'est ça. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans notre société qui n'ont même pas ce contact-là. Donc, leur volonté, ils n'en ont pas. C'est la volonté. C'est pas de la volonté, c'est de la motivation. Ils sont motivés par toutes sortes de facteurs extérieurs qui les font bouger, là, comme un pantin. Là. Ils lèvent, puis là, ils dorment, puis ils lèvent, puis ils tombent à terre, puis ils lèvent, puis ils tombent à terre. Il y a pas de constance. La volonté, c'est constant. Dans un choc, dans un trauma, dans n'importe quel événement, si la personne a la volonté, c'est toujours présent. Il n'y a pas de moment où ce que cette volonté-là disparaît. C'est sûr que pour que la personne arrive à ce stade-là, d'avoir une volonté continue, ça lui demande d'avoir une conscience continue. Et là, on parle quand même d'une personne qui a une grande capacité d'intégration énergétique. Il y a une personne qui a les corps suffisamment forts pour être capable de contenir ce principe-là, essentiellement, oui. Exactement. Et pour développer les corps, que ce soit les corps subtils ou le corps physique, comme tu le mentionnais, je pense que c'est en effet une bonne idée, comme tu le proposais tantôt, de développer la capacité d'avoir un système nerveux qui est capable de faire face à des chocs au niveau physique. Et ça peut passer, entre autres, à travers l'entraînement physique. Ben oui, parce que, tu sais, tu sais, pas ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Il y a des gens qui disent, ah, moi, j'ai l'exercice, je n'ai pas besoin de ça, moi. Ben, pas être plate avec vous autres, là, mais vous avez tout un corps matériel, puis le corps matériel, il a tous les mêmes besoins, puis ils fonctionnent tous selon la même structure. Il n'est pas tous pareil, ils sont pas tous rendus à la même place, mais ils ont tous besoin de la même affaire pour fonctionner. Fait que ça devrait être de base que les gens aient une certaine activité physique qui leur permet de construire les deux aspects du système nerveux autonome pour être plus balancés dans la vie au niveau émotionnel et physique. La plupart des gens négligent cette partie-là parce que travailler sur son corps physique, je te donne un exemple. Mhm. Quelqu'un qui est en embonpoint, là, OK? Pas nécessairement de l'obésité morbide, mais quelqu'un qui a un niveau d'embonpoint, puis il se fait à croire parce que lui, il s'entoure de gens qui font de l'embonpoint aussi, qu'ils n'ont pas besoin de faire ça, puis c'est pas nécessaire pour eux autres parce qu'ils veulent pas, ils sont bien dans leur peau, ils s'acceptent comme ils sont. T'sais, dans le fond, c'est du déni, là. Mais pour être capable de travailler sur son corps physique, il faut l'accepter où est-ce qu'il est notre corps physique en ce moment. Puis ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité. D'être capable de voir qu'on s'est massacré physiquement pendant des années à faire des comportements qui étaient malsains, puis de voir le mal qu'on a fait à notre corps, puis de retourner, puis de faire tourner la roue l'autre bord. C'est pour ça que je pense que beaucoup des gens tentent pas de se mettre dans l'activité physique ou de travailler sur leur corps physique parce qu'ils ont l'impression que c'est impossible d'arriver à un état physique intéressant du point où ils sont présentement. Là. Oui, exactement, parce que ça amène à modifier des comportements qu'on peut avoir, donc de la programmation. Et pour modifier la programmation, ben ça prend une volonté
qui est inversement proportionnelle à celle de la puissance de la programmation pour s'y opposer et la changer. Donc, ça prend une certaine capacité de combativité. Exactement. C'est essentiel. Et puis, Puis, oui. l'entraînement physique va permettre. Quand je parle d'entraînement physique, je parle pas d'aller lever des poids avec des machines dans un gym nécessairement en passant, là. Mais de travailler sur son corps physique, que ce soit à travers différentes disciplines, que ce soit, mettons, l'entraînement avec des poids libres ou le yoga ou les arts martiaux ou n'importe quelle forme d'exercice physique comme ça, va permettre l'individu, justement, avec le temps, de lui faire voir qu'il y a un potentiel évolutif qui est sous-adjacent qu'il ne percevait peut-être pas au début. C'est vraiment beau à voir quand on commence à travailler. Moi, j'ai des gens au gym où ils ont commencé à s'entraîner, puis c'était des personnes qui n'étaient pas très, très vibrants intérieurement. Puis maintenant, quand ils voient qu'ils ont passé, mettons, de tel poids à tel poids ou qu'ils sont plus flexibles, puis ils voient que si ils mettent les efforts requis, il y a, comme tu dirais, inversement proportionnel de l'effort que tu donnes versus qu'est-ce que tu reçois. Fait que c'est intéressant. Puis ça, souvent, ça sème une graine dans l'individu qui fait en sorte que s'il est assez conscient, il va être capable de voir que, ben, si je fais tel effort au gym, là, ou tel effort dans les arts martiaux, là, avant, je n'étais pas capable de toucher mes orteils, maintenant, je suis capable de mettre ma tête entre mes tibias. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec cette volonté-là? Qu'est-ce en affaires, en relation? Si je travaille dans une direction, puis que je la peaufine, puis je la perfectionne, ça s'améliore. Donc, si je mets les efforts dans n'importe quel autre aspect de ma vie, je peux l'améliorer. Puis ça, c'est une espèce d'un effet boule de neige qui, pour certaines personnes, prend énormément d'ampleur, puis leur permettre de pouvoir vraiment grandir, puis d'évoluer dans leur vie à un plus grand rythme, un plus rapide rythme qui évoluait auparavant. Oui, exactement. C'est bon pour l'estime de soi. C'est sûr de découvrir des capacités. Donc, c'est valorisant individuellement aussi, là, cette démarche-là. L'estime de soi, moi, c'est pas quelque chose que je trouve... j'aime pas le mot estime de soi parce que je trouve que ça a tendance à vouloir... L'ego a tendance à s'en emparer de l'estime de soi. Ça, c'est un piège, ça, que je vois beaucoup des gens qui font de l'exercice. Ils ont beaucoup d'estime d'eux, un gros ego. Le but, c'est pas d'avoir de l'estime de soi, non, je c'est comprends d'avoir ce de la que tu veux. vision Ouais. de qu'est-ce que t'es, parce que l'estime de soi, c'est arrêter. Ah, moi, je suis bon là-dedans. Ouais, t'as peu, là. T'as même pas gratté le début, là. C'est illimité, le potentiel. Le potentiel physique, il est limité, mais le potentiel psychique est illimité. Fait que si la personne est, là, j'ai de l'estime de moi parce que j'ai des beaux pecs, j'ai des beaux biceps, ben, c'est très limitant comme processus. Je trouve que c'est des mots d'affaires de motivation Internet, là. Les gens sont là. Augmentez votre estime de vous en faisant ça. C'est complètement ridicule, là. Le but, c'est pas d'augmenter ton estime de toi, c'est de réaliser qui t'es. Qu'est-ce que t'es? Tu n'auras pas besoin d'estime de toi quand tu es en conscience de tes centres quand tu as un centre de gravité, tu n'as pas besoin d'avoir de l'estime de toi. T'es toi. Non, je comprends. C'est sûr que c'est une forme psychologique associée à la motivation. Euh, oui, oui. Je parlais pas de toi, mais tu sais, Oui, oui. pour ceux qui veulent travailler sur leur estime d'eux autres, tu sais, c'est comme des séminaires de leadership, là, tu sais, comment devenir un leader. Je veux pas être plate avec vous autres, mais si t'en es pas un dans ton être, un leader, c'est quelqu'un qui est vibrant, c'est quelqu'un qui a de la vision, c'est quelqu'un qui est solide intérieurement. Et un leader, ça se construit pas, là. Ça se développe. Tu peux développer des capacités de leadership, mais quelqu'un qui vit beaucoup d'âme puis beaucoup d'émotivité, qui est très collectivé, puis qui a besoin des autres, c'est pas un leader naturellement, parce qu'il est pas capable justement d'être seul. Un leader, c'est quelqu'un qui est capable de consciemment vivre sa solitude. Ben, Qui n'a pas besoin des autres, mais qui mène par sa vision puis qui mène par sa puissance. ouais, dans le sens qu'il y a l'identité pour soutenir la solitude sans en souffrir. Exactement, c'est ça. Il n'essaie pas d'être leader. Il est leader par le fait qu'il est solide. Fait que les gens, naturellement, vont vouloir suivre un pilier solide de quelqu'un qui a beaucoup d'esprit. Naturellement, il n'y a pas besoin de dire aux autres, moi, je suis un leader. Les gens l'écoutent. Les gens, ils vont voir, ils vont faire tabarnouche. Ils semblent vraiment aller dans une direction qui pourrait être légitime, tu sais. Puis malheureusement, ben, les gens vont avoir tendance à émotiver cette relation-là, puis ça va tomber sur le phénomène du gourou ou du maître, puis du maître-disciple, là.
Oui, exactement. C'est sûr que les gens les plus faibles vont chercher à, à se joindre aux leaders pour se donner un support parce qu'ils sont pas capables de le générer par eux-mêmes, ce support-là. C'est ça, exactement. Mais ça fait partie du processus. Exact. Mais au niveau psychologique, de mon point de vue, un leader, c'est quelqu'un qui est capable de rassembler des gens, de les mobiliser pour commettre certaines actions. Donc, quelqu'un qui va, par exemple, diriger un groupe de personnes. Mais au niveau de la conscience, le leadership, c'est pas nécessairement essayer de faire plaisir à monsieur et madame tout le monde là, pour les rassembler pour des motivations d'âme, là. Donc, Ouais, ben c'est ça, ouais, exactement. Moi, je parlais pas du leader du point de vue psychologique, là, parce que le leader du point de vue psychologique, ça peut être très bien un individu qui est en contact avec une entité astrale de plus haute vibration que les autres, puis les autres sont magnétisés par la personne de cette amplitude-là. Mais moi, ce que j'entends par leader, c'est quelqu'un qui est capable de contenir son pouvoir décisionnel, qui est capable d'être avec ou sans des personnes, mais d'être capable de suivre le courant puis de se tasser absolument rien, là. exactement. Et pour en revenir à notre sujet de la solitude, est-ce que, de ton point de vue, parce que beaucoup de gens en Occident vivent présentement de la solitude dans le sens que les gens sont moins en couple qu'ils l'étaient autrefois, les gens se marient moins, les gens ont moins d'enfants aussi naturellement. On a vu d'ailleurs une baisse de la natalité là, au Québec, puis je sais que c'est la même chose dans d'autres pays occidentaux. Est-ce que tu penses que la solitude est un phénomène de société? Hein? Un phénomène de société, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est-à-dire que la société présentement en Occident, c'est sûr qu'au Québec, en France ou dans d'autres pays européens, il y a de Tu plus veux-tu en... que je t'explique pourquoi il y a plus de solitude? Ouais, dans ce sens-là. Ah, ok, c'est bon. J'avais mal compris ta question, c'est pour ça. Ben, moi, de la façon que je le vois, basé sur l'expérience que je vis présentement, c'est que les gens sont absolument envoûtés par de la peur. Donc, le simple fait de s'ouvrir à un autre humain pour être en relation avec, puis de faire le travail nécessaire pour développer une relation, puis de l'améliorer, est extrêmement difficile parce qu'on vit dans une société de consommation. Moi, j'ai 27, je m'en vais sur 28. Puis aujourd'hui, les relations amoureuses dans mon groupe d'âge et plus jeune, c'est des relations amoureuses qui sont souvent à l'image de changer ses paires de sous-vêtements, là. Fait que, C'est-à-dire que les gens changent régulièrement. ben, on va espérer que oui, hein? Ben, c'est ça, c'est là que j'allais y venir, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment la minute qu'il y a il y a un différent dans la relation, les égos sont tellement denses que c'est très difficile pour la personne de se regarder objectivement puis de dire oui, c'est vrai, je pourrais travailler là-dessus, puis je suis pas parfait, puis l'autre, c'est pas une relation d'échange. Il y a beaucoup de ça me convient ou ça me convient pas. Fait que quand ça convient pas, on jette, fait qu'on en prend un autre, puis là, ça va faire un temps parce que cette personne-là, l'autre, va combler nos manques à nous. Puis éventuellement, ben, quand on va réaliser qu'on est encore vide, ben là, on jette puis on change. Puis s'ouvrir, c'est épeurant. Tu sais, au début, pour la plupart des gens, c'est très épeurant. Puis il y a un autre phénomène aussi, c'est que si moi je prends mon exemple, moi, je suis une personne qui est très ouverte, très directe. Je fais attention à respecter la sensibilité d'autrui, mais ça peut être intimidant pour d'autres personnes, des fois, quand la personne est trop ouverte. Puis ça mène à des relations qui sont à sens unique. Où est-ce que là, la personne ouverte essaye de toujours compenser, puis tamponner, puis de faire attention à l'autre, puis finalement, l'autre, ben, tellement peur, fait qu'il se passe rien pantoute. La relation n'a pas la chance de pouvoir poursuivre dans une direction constructive et évolutive. Oui, à moins que les deux soient également proportionnellement directs. Ouais, mais tu sais, en tout cas, moi, dans mon expérience, à moi, c'est très difficile. C'est souvent, il y en a un qui tient sur l'autre. Et ça m'amène à te parler au fait que souvent ce qui arrive au niveau du couple ou de l'individu par rapport à la société, c'est lorsqu'il est mis en vibration par le plan mental et lorsqu'il commence à vivre le processus de la fusion, donc son niveau d'énergie change, son niveau souvent augmente, s'individualise et ça crée un décalage vibratoire par rapport à son environnement. Ce qui fait en sorte que ça devient plus difficile d'entrer en contact avec des gens que la personne pouvait connaître depuis longtemps et que, à quelque part, ce décalage vibratoire qui augmente et s'amplifie à mesure que la personne intègre la vibration de l'esprit fait qu'à quelque part, ça devient de plus en plus difficile pour elle
d'être sur la même longueur d'onde que d'autres personnes. Donc, c'est ce qui l'amène à quelque part à vivre une forme de solitude. Exactement. Puis surtout si l'individu, exemple, moi je me prends comme exemple, je vis très très peu d'émotivité. Quand que l'autre personne vit de l'émotivité, c'est sûr que j'ai une certaine empathie envers l'autre personne, mais moi je peux pas vivre la même émotivité que toi pour faire plaisir, là, parce que je la vois. Je vois tous ces mécanismes, je vois toute l'origine, où est-ce que ça s'en va, puis à quoi ça sert. Fait que t'essayes de. C'est très difficile quand quelqu'un est en contact avec sa vibration de faire semblant. Fait que quand t'es plus capable de. Éventuellement, quand t'es plus capable de faire semblant, ben l'autre personne se sent seule, se voit telle qu'elle est. Je prends un exemple. Hier, justement, dans la relation que je te parlais récemment avec la fille, Oh oui. je conduisais mon auto en revenant du spot que je te disais. Puis il y avait un changement de voie. Les deux voies devenaient une. Puis moi, j'étais sur la voie principale. Puis il y avait un camion qui voulait changer de voie. Puis il n'y a pas la priorité, tu sais. Puis la fille dans l'auto avec moi était absolument traumatisée parce qu'il y avait un camion qui s'en venait. Puis elle a vécu une grande peur. Mais moi, j'ai vécu absolument aucune peur parce que je savais déjà qu'est-ce qui se passait, où est-ce que j'allais, puis si j'avais le temps de passer ou de ne pas passer. Fait que là, quand elle a eu peur, puis elle a dit, Crème, t'as-tu vu ça, le truck qui aurait pu nous écraser? Ben, moi, j'ai vécu rien. J'étais pas capable de faire, ben oui, hein, c'est pas drôle, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Tabarnouche, on aurait pu faire bouger ça dans cette direction-là. Fait que la conversation s'est arrêtée. C'était direct notre sec-là. Là. Ouais, exactement, parce qu'elle a plus réagi émotivement alors que toi, t'as resté dans un état mental. C'est ça. Puis moi, je savais que le timing était parfait. Fait qu'il n'y avait pas de problème. Mais quelqu'un qui n'a pas cette vision-là, qui n'a pas la voyance de où est-ce que ça va, ben, peut penser que hey, d'un coup qu'on se fait écraser, d'un coup. Ça fait que là, c'est toutes les images, là, tout le parasitage astral qui monte. Là, puis là, la personne, ça fait vibrer tout son corps émotionnel, puis elle devient toute débalancée. Ça revient un peu à ce que je disais d'une personne qui a un système nerveux qui est très peu construit et rapidement débalancé par des moindres petits événements comme ça. Puis ce qui est triste là-dedans, c'est que ça épuise le corps physique. Puis en épuisant le corps physique, ça la prédispose à certaines maladies puis certains déséquilibres physiologiques qui, menés à long terme, peut mener à certaines maladies dans certains organes vitaux. Là. Oui, exactement. Et c'est sûr que par rapport à la solitude, ça m'amène à penser au fait que plus que l'individu se conscientise et monte en vibration, et plus automatiquement il s'expose à de la solitude parce que des gens qui vont avoir son taux vibratoire sont de moins en moins nombreux à mesure qu'il augmente. Donc ça devient de plus en plus rare d'avoir des interlocuteurs, puis éventuellement il va se ramasser peut-être à être tout seul. Exactement. Puis il y a un autre phénomène aussi qui est intéressant, c'est que malgré que c'est dur de trouver quelqu'un qui a une syntonicité vibratoire ou une certaine sympathie vibratoire avec soi-même, on peut rencontrer des gens qui ont des beaux égos, des gens qui ont des égos qui sont flexibles. Donc souvent, on est capable d'entretenir des relations pas nécessairement en profondeur. On ne pourrait pas parler de ce qu'on parle, toi et moi, sans vivre de la friction, mais c'est des gens qui sont pas trop rigides. Mais c'est sûr que quelqu'un qui a une très haute vibration, qui rencontre un ego rigide, ça passera pas. Là. Ça, c'est absolument il y a rien à faire avec ça parce que il y a une certaine intransigeance dans l'esprit. Pas une intransigeance malsaine, mais une intransigeance qui est comme qui tolère pas comment que je pourrais dire ça donc? La pollution astrale. Ouais, exactement, c'est ça. Fait que, tu sais, s'il y a un ego qui est très pollué astralement, ben, il y a absolument aucune chance qu'une relation se développe avec ce genre d'individu-là. Là. Oui, exactement, parce qu'une incompatibilité vibratoire, d'ailleurs, la personne qui est très basse en vibration va trouver l'autre agressant et vice-versa. C'est ça, exactement. Parce que c'est ça aussi, souvent, je reprends mon histoire présente de la relation que j'ai pu expérimenter dans les dernières semaines. Cette personne-là était absolument pas capable d'être bien avec moi. C'est quelqu'un qui a une très grande rigidité intérieure, puis l'autre personne qui a une certaine intransigeance vibratoire, il n'y a pas possibilité de terrain d'entente. Malgré les
la bonne volonté. Là. Tu sais, c'est comme la personne elle essaye, ah, j'aimerais ça que ça marche, mais j'aimerais ça que ça marche, mais l'ego il est trop rigide, fait qu'il n'y a pas de possibilité de pouvoir avoir un échange harmonieux. Il y a toujours du clash, c'est un combat. La moindre phrase, la moindre mot qui sort de ta bouche, c'est une attaque. Donc, c'est sûr que ça devient délicat parce que d'un côté, il y a une personne qui peut vivre un certain taux vibratoire et il est mis en vibration par l'esprit pour le vivre. Puis si l'autre n'est pas mis en vibration par son esprit pour vivre ce taux-là vibratoire, quand même que l'autre soit très attentionné, fasse plein de choses, si la personne n'est pas marquée pour vivre cette intégration énergétique, ben elle la vit pas, donc il peut pas avoir de possibilité de parler sur la même longueur d'onde. Non, puis même ça c'est lointain, là, parler sur la même longueur d'onde, mais juste être bien ensemble, là, dans la présence l'un de l'autre. Là. Non, je comprends. Tu nous ramènes ça vraiment à la base, là. À la base, c'est quasiment impossible parce que veux pas, tu sais, quand tu as une certaine volonté puis une certaine puissance interne, puis même moi j'ai beaucoup d'amour pour l'être vivant, pour l'humain, pour les animaux puis tout ça. Puis c'est un amour qui est très fort, qui est extrêmement puissant. Puis juste d'ouvrir un peu dans cet amour-là, souvent ça effraie. Donc ça rend l'événement, pas l'événement, excusez-moi, la relation très difficile parce que lorsqu'on est ouvert comme ça nous prend pas beaucoup de temps pour ouvrir. Là. Il y a des gens ils s'ouvrent après 1 an de relation amoureuse. Moi, je m'ouvre pas après 1 an de relation amoureuse, je suis ouvert tout le temps. Ouais, non, je comprends. Ben, c'est sûr qu'il y en a qui vont à leur rythme parce qu'ils ont été des fois blessés dans le passé, ils vibrent à la peur. Donc, ils vont C'est tâter le ça. terrain, ils vont y aller progressivement. Parce qu'ils ont pas la vision. Oui, Parce que la peur vient voiler la clarté du réel. oui, mais en même temps, il y a d'autres choses aussi. C'est-à-dire qu'ils vont tester la capacité de l'autre à progressivement être capable d'assumer ce qu'ils vont dévoiler aussi. Au lieu de dévoiler tout en bloc puis créer des fois des chocs, ben ils vont progressivement pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Là, tu parles de quel individu? L'individu qui vibre à la peur ou à l'esprit, là? Ok, non, je parle de celui qui vibre à l'esprit. Des fois, quelqu'un qui vibre à l'esprit peut tester l'autre. Il peut, c'est sûr, avoir une certaine mesure vibratoire de qu'est-ce que l'autre peut contenir, mais il peut quand même tester dans l'expérientiel pour voir, OK, si je dis telle chose, il va faire telle chose. Est-ce que c'est réel? Donc, il va dire des fois certaines choses pour voir jusqu'où il peut aller. Oui, exactement. Puis même avant ça, si la personne, mettons comme moi, si j'ai la sensibilité souvent pour savoir que ça passe pas, puis je le teste pour vérifier, parce que je veux pas croire nécessairement tout ce qui rentre, fait que je le vérifie. Mais c'est souvent sur le poil. Ben, tant mieux. C'est sûr qu'à mesure qu'on intègre la vibration de notre esprit, ça s'ajuste de plus en plus. C'est sûr qu'au fil du temps, qu'on a des contacts avec des gens, ben, il y a une sensibilité relationnelle aussi qui va s'installer en Mm. lien avec ça, là. Donc, ça va faciliter les choses, là, c'est sûr. Ce qui est triste, par exemple, c'est que le fait que les gens ouvrent pas, ça nuit seulement à la personne qui est pas ouverte. De vouloir garder des secrets, de garder des choses pour toi, c'est Ben, vraiment ça dépend. illusoire parce que Ça dépend parce que ça peut nuire aussi à l'autre. comment Euh, ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais mettons oui. là, moi si je suis en relation avec une personne là, que je vois à travers, fait que même si elle fait semblant de pas me montrer des affaires, je les vois. Fait que la personne qui voit que tu caches des affaires, puis voit que c'est toi qui en souffres, pas moi qui en souffre. Puis la personne qui cache des affaires avec une personne qui voit pas, ben en souffre aussi. Fait que dans le fond, essentiellement, ils cultivent leur propre souffrance. Oui, par contre, il y a un adage qui dit toute vérité n'est pas bonne à dire, dans le sens que il y a des choses que ça se peut que l'autre personne, ça soit carrément voilé parce qu'elle n'a pas la sensibilité pour monter en vibration puis de les percevoir. Ce qui fait que dans certains cas, il y a des choses qui doivent rester cachées dans le sens que, ben d'ailleurs, il existe le mensonge cosmique là, présentement sur Terre, où des entités du cosmos cachent volontairement des choses aux êtres humains qu'ils ne seraient pas capables d'assumer parce qu'ils auraient tendance à les réfléchir et se mettre à souffrir de ça. Donc, au lieu Mais des... ça, Oui? ça va être la job de la personne qui est... Parce que dans n'importe quelle relation, il y a toujours souvent un individu qui son taux vibratoire va être plus haut, légèrement plus haut que l'autre individu. Puis c'est la personne qui a le plus haut taux vibratoire dans la relation,
de faire attention justement à l'autre individu pour pas brusquer la personne dans des choses que nécessairement la personne ne serait pas prête à voir. Parce que moi, mettons, on reprend l'exemple de la fille que je côtoyais récemment, Mhm. elle m'aurait dit pas mal n'importe quoi, puis ça m'aurait pas mis hors de mon équilibre intérieur, là. Exactement, Avant, il y alors a que le des, contraire n'aura pas été vrai. ben c'est ça, c'est ça. Fait que la personne qui vit à la peur, c'est très important. Puis moi, j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir justement apprendre à contenir sa vibration, puis de pas nécessairement vibrer exactement tout ce que tu peux vibrer. Sinon, ça, c'est un manque de respect. Il n'y a pas d'harmonie à ce niveau-là. Là. Moi, je pense pas que ça soit respectueux. Quelqu'un qui vit un certain processus initiatique, puis un contact de vibrer du gros matériel sur quelqu'un qui qui vibre à la crainte, là. Ça serait même contre-productif. Oui, puis ça risquerait de se retourner contre lui, étant donné que l'autre va se mettre à réfléchir le matériel en son absence. Ouais. Et la personne en lien avec ça peut se faire récupérer par des entités astrales qui y acheminent des pensées qui vont discréditer l'autre individu. Ouais, puis la renforcer dans son pattern astral, là. Exactement. Donc ça peut occasionner, c'est-à-dire ça peut être plus nuisible qu'utile finalement un dévoilement de tout en bloc là. Mhm. Puis c'est intéressant parce que lorsque tu es en contact, exemple, avec une personne qui n'a pas nécessairement une vibration mentale, ce que tu communiques dans la forme est pris par le mental polarisé de l'individu, puis la personne, souvent, n'est pas capable de comprendre parce qu'elle utilise un référencement mémoriel pour essayer de cerner ce que tu dis, mais les mots que tu utilises ont une vibration, mais la personne ne perçoit pas la vibration des mots, elle perçoit juste les formes. Fait que ça crée souvent une espèce de chaos psychologique chez l'autre personne, puis ça a tendance à vouloir mettre cette personne-là dans un certain état conflictuel avec toi, exemple. Oui, exactement, parce qu'elle s'arrête juste à la compréhension des mots plutôt que de s'attarder à la vibration qui est derrière les mots. C'est ça, tu sais, comme mettons, tu parles, puis là, la personne, elle va dire, ouais, mais tu disais pas ça il y a 2 secondes, là, tu parles de quoi, là? T'es rendu où, là? Ils sont pas capables de suivre le courant vibratoire de la communication. C'est juste des formes. Fait que là, les formes se suivent pas, mais la vibration, elle suit. Fait que la personne est complètement perdue dans l'amas de forme qui rentre dans son mental. Puis si tu as le malheur d'utiliser des mots qui sont un petit peu plus compliqués que son vocabulaire, ben là, c'est perdu complètement, là. Exactement. Fait que c'est sûr que quand on est en contact avec des gens qui n'ont pas la capacité de vibrer à du matériel qui est mental, bien c'est de faire preuve de délicatesse pour pas leur créer inutilement des chocs. Et ça nous amène à contenir la solitude dans le savoir. Et ça, c'est un autre aspect qui peut être intéressant d'aborder, c'est-à-dire que on peut savoir des choses, mais qu'on peut pas partager à des personnes qui n'auraient pas la capacité de les intégrer, parce que ça leur occasionnerait trop de peur présentement, parce qu'ils sont trop réactifs sur le plan émotionnel. Ouais, puis ça, je pense que certaines personnes peuvent tomber dans ce piège-là. Moi, j'en suis un. L'espèce de complexe messianique ou le complexe là, du gourou que là, tu as contact avec l'information, fait qu'il faut que tu la dises à tout le monde, là, parce que la personne te pose une question, puis tu as instantanément une réponse extrêmement intelligente, puis faut que tu la vomisses, là. Mais éventuellement, tu es capable, quand les gens posent une question, de recevoir la question, d'avoir automatiquement la réponse, mais pas nécessairement dire la réponse. D'être capable de faire ah ouais, ok, c'est intéressant, ou la personne vient avec une problématique à toi, tu sais que cette personne-là, de la façon qu'elle vide sa problématique, elle recherche pas à régler sa problématique, mais elle veut juste la parler, là. Ben, tu es capable d'écouter sans nécessairement lui donner une solution au moindre question qu'elle te donne, là, qu'elle te pose, là. Oui, exactement. C'est sûr que par rapport à ça, tu peux avoir une réponse qui émerge pour toi, mais tu n'as pas nécessairement à la communiquer, puis tu peux ajuster la réponse en fonction de ta sensibilité par rapport à quelque chose que l'autre personne peut absorber. C'est ça, parce que, tu sais, si, mettons, on se donne un exemple, toi, tu es au travail, puis quelqu'un te pose une question, puis tu reçois la réponse du plan mental, puis tu réponds la réponse du plan mental à la personne qui est même pas encore en conscience que elle a un subconscient ou qu'il y a du même, elle est même pas consciente d'elle-même, ça risque premièrement, absolument pas être compris, puis créer un choc dans l'autre individu, puis l'autre individu va peut-être vouloir ne pas te re-rencontrer dans ton travail, justement à cause qu'elle va dire crime, il est bien bizarre, lui, tu sais. Pourquoi qu'il me répond ça? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi, ça?
Exactement. Fait que c'est sûr que la sensibilité par rapport à autrui fait en sorte qu'à quelque part, il faut assumer la solitude dans son savoir, dans le sens d'arrêter de vibrer au désir spirituel, de le partager à tout vent, là. Ouais. Mais est-ce que tu crois que c'était évitable, ça? Ben, c'est-à-dire que beaucoup d'ego passent par là. Moi-même, au début, quand que je commençais à me conscientiser, je voulais véhiculer ça à d'autres personnes, je voulais qu'ils évoluent, etc. Ah oui. Fait que je On a pense tout que fait beaucoup ça, on dirait, là. d'ego qui touchent justement à de la spiritualité passent par là. Par contre, entre une phase qui est temporaire ou permanente, c'est en fonction de l'individu s'il s'enlise ou non dans ce comportement-là. Ouais, exactement. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je sais pas si ça c'est dû à un phénomène à cause que tu es marqué à vivre un certain processus, mais personnellement, moi, quand que j'ai eu contact avec ça, cette information-là, puis que j'ai commencé à la vibrer partout ce que j'allais, là, j'ai vécu énormément de coups puis de chocs qui m'ont appris à me fermer la gueule. Excusez-moi les mots vulgaires que j'utilise. Oui, c'est sûr de te fermer la bouche, donc d'être Ouais, capable de te taire. Et c'est sûr qu'en lien avec ça, des fois, les gens, justement, vont se dompter avec les contre-coups que ça peut occasionner. Et puis, c'est sûr que des fois, au début, c'est surtout, en tout cas, de mon point de vue, lorsque j'ai commencé à vivre mon processus, c'était plus difficile de faire preuve de discrétion, étant donné que c'est nouveau. Quand c'est nouveau, comme quand on a quelque chose de nouveau, qu'on apprend quelque chose de nouveau, comme on moi, est quand excité, là. on est excité, il y a de l'enthousiasme au niveau de l'âme. C'est comme quand que j'apprenais à conduire, ben je revenais chez moi et j'avais tendance à en parler à ma mère ou à mon frère de qu'est-ce que je faisais parce que j'étais dans l'intégration. C'est ça. Mais une Ouais. fois qu'on est plus avancé dans l'intégration, de là, à ce moment-là, on a peut-être moins besoin là, de vulgariser là-dessus et d'en parler, là. Ça vient aussi peut-être du phénomène que lorsque c'est pas pleinement intégré, on cherche une certaine identité à travers cette communication-là. On pense qu'on est quelqu'un là, parce qu'on le parle. Et on se dit, si on le parle pas, le monde, ils sauront pas que je sais ces affaires-là. Mais à un moment donné, tu sais tellement toi-même que t'as pas besoin de parler, puis tu sais que c'est là. Tu sais, t'as pas Oui, besoin de dire, hey, regarde, moi, j'ai une réponse à cette question-là. Regarde, là, comment je suis intelligent. Tu sais que t'es intelligent. T'es intelligent. On est tous intelligents à un niveau ou à un autre. Puis, si t'as de quoi, si la vibration est là pour répondre à cette question-là, tu y réponds. Puis, avec le temps, la sensibilité augmente, puis tu es de plus en plus peaufiné à être capable de savoir quoi répondre, quand le répondre, puis c'est toujours en mouvement, là. exactement. Le niveau de discernement se développe avec le temps et tu n'as rien à prouver à personne, que ce soit aux autres ou même à toi-même. Ben non, c'est ça. Le pire, c'est surtout à soi-même, là. Oui, parce que souvent, quand on commence à se conscientiser, on vit beaucoup au niveau de l'ego ou de l'orgueil. Donc, si on est capable de se prouver qu'on sait des choses que les autres savent pas, ben, ça peut nous amener à nourrir un certain sentiment de supériorité. Ça vient toujours du principe que la personne n'a pas encore son identité réelle. Oui, exactement. Puis c'est pour compenser ce manque d'identité réelle qu'elle va chercher une forme de supériorité psychologique pour se donner une autorité par rapport à autrui qui est fictive. Exact. D'où l'importance de l'intégration du principe de l'amour. Oui, exactement, parce que si la personne n'intègre pas le principe de l'amour, elle est dans un état de domination. Donc peut-être qu'elle sait un petit peu plus de choses que d'autres personnes. Par contre, si elle utilise ces informations-là pour les dominer, bien à ce moment-là, elle manque de respect par rapport à autrui. Et à quelque part, ça montre que au niveau vibratoire, elle n'a pas tout compris le processus. C'est ça, parce que quelqu'un qui intègre les principes de l'intelligence puis de la volonté, c'est souvent, en tout cas pour moi, lorsque j'ai commencé à intégrer ces principes-là, j'étais pas une personne qui était le fun à côtoyer, là. Non, c'est sûr que l'intelligence et la volonté tout seul, sans le principe de l'amour pour pondérer ces principes-là puis donner une ouverture réelle à autrui, ça peut faire des gens qui sont plutôt froids, qui peuvent être très autoritaires puis manquer justement de sensibilité par rapport à autrui. Exactement. Tu sais, le principe de l'amour, c'est tellement important, puis je pense que c'est vraiment ça qui va finalement aider l'individu à être bien dans sa solitude. C'est que il y a une certaine chaleur interne qui est présente, qui lui permet justement d'avoir une harmonie qui est fluide avec
des gens quand ils sont présents dans sa vie, puis quand il est seul, il est bien. Il y a un bien-être constant qui s'installe de plus en plus, puis une légèreté aussi. Parce que juste la volonté puis l'intelligence, c'est très, très coupant, c'est très peu digeste, là. Tu deviens très peu digeste là, lorsque tu es en contact avec des individus autour de toi. Tu es comme un robot, là. Tu sais, t'es une machine, là. Exactement. Et c'est sûr que, justement, quelqu'un qui est beaucoup dans le principe de la volonté puis de l'intelligence, sans l'amour, ben, ça peut l'amener à vivre la solitude parce que si la personne est trop tranchante et elle a tendance à être dominant dans son comportement puis de sa manière d'être, bien, les autres vont s'éloigner d'elle. C'est ça, exactement. Puis ça peut créer une forme de solitude qui est incomprise là, au début, là. Oui, exactement, parce que de son point de vue, la personne est dans le savoir. Tu sais, la personne commence à toucher à de la vibration, elle est capable de canaliser du matériel. Donc, de son point de vue, la personne est dans le réel. Donc, Exactement. c'est ça, ça fait voir un petit peu l'impasse, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la solitude, quelqu'un qui est inconscient peut vivre la solitude, puis quelqu'un qui est conscient peut en vivre aussi, puis quelqu'un qui se conscientise aussi, mais c'est pour des raisons ou des motifs différents. Puis, quelque chose qui est intéressant que je voudrais aborder, c'est que quand tu as accès tranquillement pas vite à de la pensée qui est de plus en plus créative puis intelligente, tu peux facilement dire c'est ça. Fait que c'est ça. C'est ça. Fait qu'il n'y a rien d'autre qui passe. Fait que là, la personne qui est à côté de toi, qui n'a pas encore ce contact-là nécessairement, puis qui ne voit pas les choses comme tu les vois, tu peux rapidement tomber dans un aspect de domination sur les autres. Puis là, vivre des relations qui sont extrêmement... on pourrait même en revenir à ton ancien enregistrement, les martyrs de la conscience supramentale. Tu peux devenir facilement un martyr. Parce Oui, que toi, t'es tout exactement. seul avec ça, puis tu le sais, puis il n'y a personne qui le sait, puis moi, je suis tout seul à savoir ça, puis manger tout de la merde. Exactement. Fait que la personne, elle va se mettre à dos un paquet de personnes. C'est sûr que là, ça devient délicat parce que il y a des gens qui peuvent en effet avoir accès à des réalités énergétiques plus évoluées ou précises que d'autres personnes dans leur compréhension du réel. Par contre, c'est pas logique non plus que la personne soit baveuse envers les autres dans son intransigeance, là. Pour moi, le gauge de référence, en tout cas, peut-être que je me trompe, là, puis peut-être que je vois pas encore assez loin, mais si vraiment t'es balancé avec toute forme de relation, avec l'événementiel, avec les êtres humains, t'es capable de fonctionner fluidement dans n'importe quel événement. Si toi, à cause que tu as un contact supramental avec ton double, t'es plus capable de travailler, t'es plus capable de parler avec personne, puis tout le monde te déteste, il y a un esti de problème, là. Ouais, parce que la personne n'est pas capable à ce moment-là de s'ajuster avec son environnement. Puis ça revient encore au processus qui a un manque d'identité psychique, parce que si la personne avait réellement une identité psychique, si elle sait ce qu'elle sait, puis est bien avec ce qu'elle sait, est capable de parler avec d'autres personnes, puis de faire comme si elle savait pas, puis d'écouter, puis d'être présent, puis de pouvoir bénéficier des conversations qui mènent pas nécessairement à quelque chose de super, super vibratoire, mais d'avoir suffisamment de respect, parce que le respect, c'est tellement, tellement important. D'abord, d'avoir le respect de soi-même, puis être capable d'avoir le respect d'autrui pour comprendre que l'esprit, d'abord, c'est l'harmonie. L'esprit, c'est pas de détruire tout ce que tu as sur ton passage. Je récite une personne qui disait que j'étais un pulvérisateur. J'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça intéressant. Peut-être que dans mon esprit combatif, oui, je suis un pulvérisateur, mais avec les gens, avec les relations interpersonnelles, je tente jamais de pulvériser autrui ou de pulvériser nécessairement l'astral dans autrui, à moins que ce soit la vibration présente avec l'individu avec qui je communique. Mais la plupart du temps, je suis toujours à la recherche de l'harmonie, toujours à la recherche d'une certaine fluidité, puis un bien-être pour moi puis pour autrui dans la relation. Puis ça, je trouve que c'est vraiment ça qui fait en sorte qu'on est bien capable d'incarner notre vie matérielle, puis d'être bien dans notre peau, puis être bien dans la vie, puis dans la société. Oui, exactement. Sauf que chercher l'harmonie ici, ce qu'il faut comprendre pour pas que ce soit mal interprété. Pas Je la vais... complaisance, là. C'est ça que j'allais dire. Faut pas que les Non, gens non. pensent que c'est une forme de complaisance, puis tu dis tout le temps oui, oui pour faire plaisir à autrui, là. Non, 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 non. C'est ça, ça peut être perçu comme ça. Tu as bien fait de l'amener.
Mais la complaisance, l'harmonie, là, c'est que vibratoirement, toi, t'es dans ton centre, puis l'autre Mhm. personne peut être où est-ce qu'elle est, elle, puis il y a une fluidité entre les deux. Puis je pense que ça prend un très haut degré de maturité pour pouvoir atteindre cet état-là, parce que justement, ça oblige l'individu qui a un plus haut taux vibratoire à se baisser un petit peu, à entendre des choses qui peut-être sont pas nécessairement réelles, mais d'être capable de les écouter, puis de comprendre que ça fait partie de la réalité d'autrui, puis pas se sentir essentiellement obligé de démolir le moindre comportement ou la moindre vibration astrale qui sort de l'autre personne. Là. Exactement, parce qu'on n'a pas comme rôle, en tout cas de mon point de vue, chercher à faire évoluer les autres. C'est plutôt les événements qui les amènent à évoluer. Et puis, nous autres, en tant qu'êtres humains, c'est plus de vivre l'amour et le respect par rapport à autrui, là. Ça, c'est vraiment un piège de penser que quand on a un certain contact avec son intelligence, qu'il faut faire évoluer les autres personnes, les gens vont vivre une grande initiation dans ce processus-là. Oui, exactement, parce que ça leur met dans la position de jouer au petit maître ou au gourou. Dans le sens que la personne dit ah, j'ai accès à un peu plus d'intelligence, ben là, je vais les amener à évoluer eux autres, là, tu sais. Ben oui, c'est ça. Comme s'il n'y avait pas déjà une mécanique en branle pour faire évoluer tous les êtres sur Terre. Là. Exact. C'est sûr que quelqu'un peut accompagner une autre personne dans son évolution personnelle, mais c'est pas elle qui l'enclenche. Ben non, c'est ça. Puis c'est un mouvement vibratoire, c'est un mouvement qui est présent. Mais le point que je veux amener, c'est qu'à la base, c'est les entités, que ce soit au niveau mental, qui vont amener l'individu à évoluer. C'est pas l'individu lui-même qui amène une autre personne à évoluer. Mhm. C'est ça. Donc, c'est sûr que quand on réalise, on intègre cette compréhension-là, bien là, on n'est plus intéressé à jouer au sauveur puis au maître spirituel là, qui va être en service là, pour l'humanité. Non, ça, c'est malheureusement un grand piège qui épuise énormément d'énergie puis qui nourrit vraiment le corps émotionnel au maximum, là. Exactement, mais il y en a beaucoup qui vivent présentement cette illusion. Ben, bonne initiation à vous. Oui, exactement. Mais sinon, pour terminer cet enregistrement sur la solitude, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur ce sujet? Euh, j'aurais tendance à dire, ayez pas peur d'être seul. Ayez pas peur de passer du temps seul avec vous-même, même si pour certaines personnes, ça peut être inconfortable. N'importe quel inconfort est impermanent. Donc, cet inconfort-là va venir tranquillement, pas vite, à une perception nouvelle de quelque chose que peut-être que vous aviez pas vu auparavant, à cause que justement, vous n'avez pas passé suffisamment de temps dans cette solitude-là. Oui, puis la solitude permet de faire de l'observation par rapport à soi, donc ce que certains appellent l'observation multidimensionnelle ou l'étude. Mhm. Puis cette étude-là, éventuellement, va pouvoir être transposée dans la relation interpersonnelle. Oui, aussi. Puis sinon, concernant la solitude, ça me fait penser à quelqu'un que j'avais été voir en conférence il y a plusieurs années. Et cette personne-là avait dit, bien, c'est sûr que si vous voulez découvrir l'esprit, là, passez une fin de semaine tout seul. Donnez congé là, à la télé, arrêtez d'écouter la télévision, arrêtez d'aller au cinéma, voyez personne, là, prenez juste du temps pour vous, puis vous allez voir que à ce moment-là, vous donnez de l'espace pour que l'esprit se manifeste à vous, donc qui émerge en vous. Exactement. Puis de voir tout ce qui est présent dans votre psyché, toutes les poubelles qui peuvent se retrouver là, puis avec le temps, réaliser qu'il n'y a absolument rien de réel là-dedans. C'est juste Exactement. des impressions qui font vibrer le corps astral puis font vivre l'émotion à la personne, mais éventuellement, plus on vit dans cette solitude-là, on est capable de dépasser ça puis de voir que essentiellement, c'est juste des smoke and mirrors. Ben, c'est juste des éléments peut-être plus superficiels, là, C'est ça. des impressions. Mais c'est sûr que par rapport à la solitude, c'est intéressant dans sa vie à certains moments donnés, prendre du temps pour soi, d'avoir cette générosité-là envers soi, de s'accorder du temps en solitude et de s'intérioriser, puis de préciser des choses par rapport à soi-même. Donc, je dis pas nécessairement de réfléchir ici, mais je dis plutôt de communiquer avec sa source dans ces moments-là pour générer de l'information en vue de mieux se redéfinir et se repositionner dans sa vie. Exactement. Sans pour autant devenir moine, là, vous n'êtes pas obligé
passer le reste de votre vie dans un monastère, dans une petite cellule, là, à faire des prières tout seul. Là, c'est vraiment pas là-dessus que je vous propose d'aller, à moins que vous en ayez la vibration pour ça. Là, mais le point, c'est que de vivre la solitude, ça peut être extrêmement constructif si on est capable de gérer intelligemment les moments où on est seul. Exact. Bon, ben, c'est excellent. Donc, sur ces considérations, on va compléter l'enregistrement. Donc, en terminant, peux-tu rappeler les coordonnées là, par rapport à ton site Internet? Ben oui, si vous voulez rentrer en contact avec moi, vous pouvez passer par mon site internet ou par mon courriel, donc www.olivier-poulain.com ou par mon adresse courriel aupoulain.pt@gmail.com qui sera disponible dans la barre de description. Puis je vous encourage aussi à visiter ma chaîne YouTube si le principe de vous construire un système nerveux puis une structure physique plus solide vous intéresse. Vous voulez avoir un peu d'idées ou d'informations sur ce processus-là, allez visiter et voir mes vidéos, puis peut-être qu'une couple de ces vidéos-là pourra vous inspirer à mettre en branle un nouveau processus de devenir plus fort, plus solide. Oui, exactement. J'ai été voir moi-même là, quelques-unes de tes vidéos où on te voit faire des mouvements physiques, parfois en gymnase, parfois également en nature. Donc, Exact. c'est sûr que s'il y a des gens qui sont intéressés à voir la personne que tu es sur le plan physique, ces vidéos en donnent l'occasion. Donc, c'est sûr que d'ailleurs, j'allais dire en riant, s'il y a des femmes célibataires qui sont intéressées éventuellement à entrer en contact avec toi, de te voir en vidéo, notamment dans l'une d'entre elles torse nu, peut donner une bonne idée de ce que tu parles en matière d'entraînement physique. Oui, exactement. Donc, il y a peut-être des gens qui vont te découvrir dans les vidéos et qui auront le goût d'entrer en contact avec toi. Donc, avis aux dames qui écoutent cet enregistrement, monsieur est célibataire présentement. Ouais, puis avis aux personnes qui regardent ces vidéos-là et comprendre que l'entraînement physique, et la constitution physique d'un individu qui pratique ça, c'est un effet secondaire des pratiques de ce qu'on fait. En aucun cas, je travaille pour avoir une forme physique qui est plus belle que la moyenne des gens, mais c'est tout simplement un effet secondaire de s'occuper de soi-même. Oui, exactement, dans le sens que tu cherches pas à nourrir une forme de narcissisme associé là, à la musculation pour te définir. Absolument pas. C'est excellent. Donc, sur cette précision, je te remercie bien sûr généreusement du temps que tu m'as consacré aujourd'hui pour réaliser cet entretien. Pareillement, mon ami, c'est toujours un plaisir. Oui, ça a été un plaisir donc partagé. Alors, à bientôt, Olivier. À bientôt.